Vous voyez quelque chose? Oui, on voit. Bien, bonjour à tous, camarades. Je dis camarades parce que je pense que maintenant vous devez être tous convaincus de la vérité du marxisme. En tout cas, c'est ce que j'aurais aimé réussir à faire la dernière fois. Idéalement, vous présenter le marxisme sans la moindre objection. Alors, c'est de votre faute si j'en ai mentionné quelques-unes, parce que dans vos questions, vous avez pointé certains problèmes. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est terminer la présentation du marxisme. Je vous fais un petit rappel. Il y a juste encore quelques éléments que je veux introduire au sujet de la méthodologie marxiste. Et puis après, on va voir les critiques principales du marxisme, avant de passer peut-être en fin de séance, si on a le temps, mais je ne suis pas certain qu'on aille jusque-là, à la prochaine idéologie politique. Et je vous laisse le suspense, on verra ce que c'est quand on y passera. Bien, alors, pour vous présenter, vous rappeler en deux mots quelle est la théorie, l'argument marxiste central. Donc, vous vous souvenez que pour Marx, fondamentalement, l'histoire est mue par des luttes de classes. D'accord ? Les sociétés, les modes de production sont divisés en différentes classes. Ces classes sont définies par des relations économiques. D'accord ? Et c'est le conflit entre ces différentes classes qui fait qu'on passe d'un mode de production à un autre, qu'on passe d'un système d'esclavage à un système de servage au capitalisme, et du capitalisme à l'arrivée au socialisme et au communisme. En tout cas, c'est ce que prédit et ce qu'espère Marx, en ce qui concerne le dernier passage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le matérialisme historique de Marx. Matérialiste parce que vous voyez qu'au cœur du marxisme, il y a cette idée que c'est les relations économiques qui structurent l'histoire. Et ce sont aussi les relations économiques qui structurent notre idéologie. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on pense ce qu'on pense, ce que Marx appelle la superstructure ? Eh bien, ça vient des modes de production qui sont en cours dans nos économies capitalistes aujourd'hui. Bien, donc ça c'est la théorie générale de l'histoire de Marx. Et ce qu'il faut juste retenir pour vous maintenant, et il faut garder ça parce que c'est au cœur de toute l'idéologie marxiste, c'est l'économie qui meut le monde. D'accord ? C'est les rapports de production qui meuvent le monde. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas content dans un système capitaliste ? Qu'est-ce qui ne va pas dans le capitalisme ? La réponse de Marx à cette question, c'est de dire, eh bien en fait le système capitaliste, sous des airs de donner la liberté à tout le monde, parce que ce n'est pas comme dans un système d'esclavagisme où vous êtes le propriétaire de votre maître, ce n'est pas comme dans un système de servage où le seigneur arrive et confisque votre récolte. A priori, quand vous allez travailler en tant que salarié, eh ben vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire. Vous pouvez refuser si on vous propose un salaire, vous pouvez ne pas travailler, vous êtes propriétaire de vous-même et on vous donne un salaire. Donc a priori, il n'y a rien qui cloche à première vue. Ce que dit Marx, c'est qu'en réalité, le capitalisme cache une relation d'exploitation qui n'est pas tellement différente de l'exploitation qu'il y avait dans les autres modes de production. Et l'argument que vous avez ici sur la diapo, c'est l'argument qu'on a analysé longuement la dernière fois, qui essaye de retracer comment est-ce que Marx en arrive à cette conclusion. La première prémisse, c'est que pour Marx, seul le travail crée de la valeur. D'accord ? Ça, c'est une prémisse centrale de toute l'économie marxiste et par suite de toute sa philosophie et sa théorie de l'histoire. C'est que la seule chose qui crée de la valeur additionnelle, c'est le travail. D'accord ? C'est ce qu'on fait avec nos muscles, ou avec nos muscles physiques, mais aussi nos muscles mentaux. D'accord ? Deuxième prémisse de l'argument de Marx, le salaire du travailleur est égal à la valeur de sa force de travail. Donc quand vous allez à l'usine, quand on vous donne un salaire, le salaire, il compense uniquement la reproduction de votre force de travail, le fait que vous allez pouvoir revenir le lendemain. D'accord ? Il vous donne de quoi manger et vous soigner. Troisième prémisse, ce que vous produisez quand vous allez à l'usine, ça vaut plus cher que simplement avoir de quoi vous nourrir. Okay. Vous produisez pour 50 francs, or le capitaliste vous donne que pour 25 francs. D'accord. Autrement dit, le salaire que touche le travailleur est inférieur à la valeur qu'il produit. Conclusion de ces trois prémisses, quand vous allez à l'usine, vous produisez plus de valeur que ce que vous en recevez. La suite de l'argument est un peu attendue. Quatrième prémisse, qui c'est qui garde le surplus de valeur, ce que vous produisez en plus de ce que vous avez besoin pour
reproduire votre force de travail. Devinez qui? C'est le capitaliste. Cinquième prémisse, c'est juste une définition stipulative de l'exploitation. C'est ça qu'on appelle l'exploitation. Le capitaliste vous confisque une part de la valeur que vous avez produite. Il n'y a que vous qui avez produit la valeur, parce qu'il n'y a que vous qui travaillez. D'accord? Le capitaliste, il ne travaille pas, il possède des machines. C'est ça la définition d'un capitaliste. Il possède des moyens de production. Donc vous, en tant que travailleur, vous avez produit plus que ce que vous recevez. Le surplus a été confisqué par le capitaliste. C'est exactement ça l'exploitation. Et donc on a conclu que le travailleur, dans une économie capitaliste, est exploité par le capitaliste. D'accord? Donc ça, c'est l'argument central de la théorie de l'exploitation marxiste. On a vu comment Marx définissait le taux d'exploitation. Hein? Ben, c'est le travail que vous produisez divisé, c'est ce que vous produisez pendant votre période de surtravail. C'est quoi la période de surtravail? C'est le moment où vous travaillez au-delà, où vous produisez de la valeur au-delà de la valeur qui est nécessaire à votre survie, divisé par le travail nécessaire à votre survie. Vous avez différentes manières de formuler ça, mais à chaque fois, c'est exactement le même ratio que vous avez ici, le taux d'exploitation et le taux de plus-value. Alors, une dernière chose dans ce bref rappel, il y a le Marx officiel et il y a le Marx officieux. Le Marx officiel, il veut juste être un scientifique quand il écrit, et il dit juste, moi je ne suis pas en train de dire que l'exploitation c'est mal, je ne suis pas en train de dire que ça va être bien d'aller vers le capitalisme, j'évite soigneusement tout vocabulaire d'aller vers le communisme, j'évite soigneusement tout vocabulaire normatif, et en particulier, Marx ne parle jamais d'injustice. Je parle d'exploitation, je dis juste que c'est un fait, et étant donné que ça va créer un déséquilibre interne, on va aller vers le communisme. Alors ça, c'est ce que Marx, la manière dont Marx et certains marxistes présentent eux-mêmes la théorie. Il y a un débat dans les marxistes, au sein des marxistes pour savoir si l'exploitation c'est une bonne ou une mauvaise chose, si c'est essentiellement quelque chose de normatif ou pas. Mais en réalité, quand vous lisez Marx, c'est très difficile de ne pas entendre quand il dit exploitation, bah, quand il dit capitalisme, bah, quand il dit communisme, ah, quand il dit prolétariat, ah, d'accord, c'est assez évident quand vous lisez Marx qu'il y a une dimension normative, qu'il y a des choses qu'il acquiesce, qu'il soutient, et il y a des choses qu'il condamne, d'accord? Mais ça n'enlève rien à l'intérêt de sa position, qui est de dire, même si vous ne partagez pas les jugements de valeur qui sont associés à ça, qui sont très fortement suggérés par Marx, et qui sont parfois complètement transparents, vous avez au moins une théorie qui est strictement positive, descriptive de comment vont évoluer les sociétés, sur la base de leurs relations économiques. Je ne reviens pas sur tout ça, ça on a sauté, mais ce n'est pas très grave. Et puis dernière thèse, pardon, je vous ai dit que c'était la dernière chose que je voulais dire pour le rappel, mais j'ai encore ça à vous dire. Dernière thèse de Marx, pourquoi est-ce que le capitalisme court à sa perte? Les travailleurs sont exploités, donc ils vont se révolter, mais par ailleurs, il y a ce que Marx, un autre phénomène du constat, du diagnostic marxiste, c'est qu'il y a une baisse tendancielle du taux de profit. Qu'est-ce que c'est que le taux de profit? C'est la plus-value que le capitaliste se met dans la poche, divisé par tout ce qu'il investit. Ce qu'il investit, ça inclut ce que Marx appelle le capital variable, à savoir le travail, mais ça inclut aussi ce qu'il investit dans les machines, ce que Marx appelle le capital constant. Or, dit Marx, le capitaliste va avoir tendance à vouloir réduire la quantité de travail pour augmenter la quantité de machines. Parce que les machines, c'est plus productif, ça fait moins la grève, c'est moins pénible. Donc, plus j'ai de machines, plus je suis content si je suis capitaliste. Donc, tout ceci va augmenter ici, et la plus-value va diminuer, puisque la plus-value, elle est uniquement due au capital variable. Donc, à terme, dit Marx, le taux de profit va diminuer et ça va conduire à l'effondrement du système capitaliste pour des raisons strictement économiques. Cette fois, le taux de profit tend vers zéro. Et donc, le capitalisme est essentiellement contradictoire. Bien. Alors, si on synthétise tout ça, on a trois thèses centrales chez Marx, qui sont des thèses économiques avant toutes les autres. La thèse de la valeur travail. Qu'est-ce que c'est? C'est la thèse selon laquelle, quand vous et moi on échange des marchandises, quand vous allez acheter votre pain, le prix qu'on paye, ça correspond à la quantité de travail nécessaire à la production du pain. Et ces thèses-là fondent deux autres thèses fondamentales
Ah oui, ça va arriver régulièrement, ça m'enquiquine et je ne sais pas comment arrêter ça. Il faudra prendre notre mal en patience. Oh là, ça va même être pire que ce que je pense si ça fait ça. Alors ça, j'ai jamais eu. Est-ce qu'il est mon keynote? Ok. Je crains que ça se reproduise et que ça soit pénible. Donc la thèse de la valeur travail, qui fonde deux autres thèses. Les travailleurs sont exploités par les capitalistes et thèse de la diminution tendancielle du taux de profit. D'accord? Vous voyez que si vous avez la thèse de la valeur travail, les deux autres suivent, pas directement, mais assez naturellement, de cette thèse-là sous les hypothèses que Marx met en avant. Est-ce que sur tout ça, vous avez des questions? Oui. Puisque le centre de sa thèse, c'est le monde du travail, du coup, est-ce qu'il a une définition précise de ce qu'est le travail? Enfin, comment vous me posez une colle. Donc si je vous dis le travail, c'est ce qui produit de la valeur, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Considérer un artiste comme quelqu'un qui travaille, ou par exemple aussi une personne qui élève ses enfants comme un travail, enfin des choses comme ça. Oui, alors ça a été ça met le doigt sur un certain nombre d'objections que je n'ai pas intégrées d'ailleurs, qui ont été soulevées après contre Marx, en disant, puisque pour lui le travail, c'est uniquement ce qui crée de la valeur, au nom de quoi les personnes qui ne créent pas de valeur économique, mais qui, dans le sens de valeur marchande, éduquer les enfants, mais qui néanmoins font quelque chose, manifestement, au nom de quoi est-ce qu'on va pouvoir prélever de l'argent aux travailleurs pour les redistribuer aux personnes qui ont un produit non marchand, comme l'éducation des enfants. Donc ça, il y a un certain nombre de personnes qui ont dit, en fait, c'est pareil, on ne devrait pas avoir le droit de faire ça, c'est confisquer la valeur produite par le travail. Mais là où j'hésite, quand vous me posez la question, c'est de savoir est-ce que Marx accepte qu'il y ait un travail marchand ou non marchand. Et je ne sais pas. Je regarderai. Si je trouve quelque chose, je vous dis. C'est une bonne question. Cherchez aussi de votre côté si vous trouvez. N'hésitez pas à mettre des éléments sur le forum. Si c'est quelque part, ça doit être dans le livre 1 du Capital où il définit ces notions fondamentales. Mais il commence, dans mon souvenir, il commence directement par définir la marchandise, par définir la valeur de la marchandise, en quoi elle est fondée sur le travail, les échanges, mais je n'ai pas le souvenir qu'il en parle du travail. Mais c'est sans doute là qu'il faut regarder, il a peut-être quelques sections là-dessus. Bien, et puis on a vu, pas m'attarder autant, dernière chose, parce que ça va quand même être utile pour les objections, et notamment pour comprendre certains points certains points communs entre Marx et des critiques conservatrices du capitalisme. Marx dit que le capitalisme nous aliène, et il y a différentes manières, alors ce n'est pas parfaitement défini, sa notion d'aliénation, mais il y a au moins trois choses dont on est aliéné dans le capitalisme. Vous êtes aliéné du produit de votre travail. Si vous êtes un artisan, que vous faites tout seul votre baguette de pain, vous pouvez vous dire « Ah, ça c'est bien ma baguette à moi, c'est moi qui l'ai faite ». Vous pouvez être très fier. Si vous participez à la chaîne à juste visser un boulon, vous ne savez même pas ce que vous avez fait à l'arrivée. Enfin, souvent vous le savez, mais ça vous apparaît pas comme le produit de votre travail. Ça, c'est le premier élément d'aliénation. Deuxième élément d'aliénation, vous êtes aliéné des autres, parce que dans une économie capitaliste, vous êtes en compétition avec les autres travailleurs pour obtenir les emplois. Et ça, dit Marx, ça vous aliène, ça crée une concurrence, alors qu'en fait, vous avez une communauté d'intérêts, puisque vous faites partie de la même classe. Et puis, troisième point, qui est le plus important, c'est que le capitalisme, pour Marx, est quelque chose qui nous éloigne de notre propre nature humaine.
D'accord ? En tant qu'humain, on veut réaliser certaines choses et le capitalisme nous éloigne de la réalisation de nous-mêmes. Et vous avez eu différentes manières d'élaborer cette théorie de l'aliénation. Bien, ça c'était tout pour le rappel sur Marx. Oui, Giacomo. Juste pour la dernière forme d'aliénation, ça implique que le capitalisme ou aussi les autres modes de production? Non, les autres modes de production aussi, mais je pense que Marx, donc les précédents, c'est-à-dire l'esclavagisme et le servage, mais je pense que Marx dirait que ça culmine dans le capitaliste, parce que ça concerne encore plus de personnes, et il dit même que c'est quelque chose qui concerne le capitaliste lui-même, hein, parce que le capitaliste nous encourage à l'égoïsme, à l'accumulation, l'appât du gain. Donc c'est même la critique de l'aliénation, elle ne dit pas simplement les pauvres prolétaires, ils ne peuvent pas réaliser leur nature humaine. Elle dit aussi le capitalisme, ça touche les capitalistes eux-mêmes qui sont pris dans un cercle infernal de vouloir gagner de plus en plus d'argent et qui, ce faisant, s'éloignent de la réalisation des véritables idéaux humains. D'accord ? Pas le communisme, par contre. Hein. Dans le communisme, après, c'est censé être réglé. Alors, deux dernières choses que je voulais ajouter avant de passer à la critique marxiste qui ont trait à la méthodologie de Marx. Et il y a deux points qui sont importants. Je crois que j'ai mentionné le premier la dernière fois. C'est que Marx adopte au sujet des phénomènes sociaux une position qu'on appelle holiste. Qu'est-ce que c'est qu'une position holiste? Alors il y a beaucoup de définitions différentes du holisme social, mais en général le holisme, ça exprime le tout, c'est l'idée que les phénomènes globaux, sociaux, ont une priorité sur les phénomènes individuels. Vous avez deux grands types d'explications en sciences sociales. Vous avez les explications qui cherchent à comprendre les phénomènes sociaux sur la base des décisions individuelles, en disant pour chaque individu, c'est comme ça qu'il agirait dans telle situation, c'est raisonnable de faire ça dans telle situation, et c'est ça qui explique qu'il y a tel résultat dans les phénomènes sociaux. D'accord ? Donc on cherche à ramener les phénomènes sociaux à un ensemble de décisions individuelles. Okay ? Ça, c'est les explications qu'on appelle individualistes. C'est celles que, justement, ne retient pas Marx. D'accord ? Et puis, vous avez des explications qu'on appelle holistes, où vous partez d'agrégats sociaux. C'est quoi des agrégats ? C'est des grandes statistiques, c'est des grands noms comme le capital, le taux de chômage, etc. Puis vous essayez de corréler ces différents agrégats. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le taux d'intérêt, le taux de chômage, le taux de profit, etc. Et vous voyez, quand vous raisonnez comme ça, vous ne revenez pas au niveau individuel où vous essayez de comprendre mais qu'est-ce que c'est qu'un taux d'intérêt ? Pourquoi est-ce que quand le taux d'intérêt diminue, l'inflation augmente ? Vous pouvez juste vous contenter de cette corrélation, okay, ou vous pouvez essayer de comprendre quand le taux d'intérêt diminue, les personnes dépensent plus parce qu'elles ont moins intérêt à mettre leur argent à la banque, et donc ça fait une pression à la hausse sur les prix, etc. Hein, à ce moment-là, vous avez une explication qui va dans le sens individualiste. Alors Marx, clairement, il est du côté des holistes sociaux. Okay. Il ne cherche pas vraiment à expliquer le capital du point de vue de l'intérêt des différents agents. Du point de vue de ça lui arrive, mais ce n'est pas la chose principale. Il pense qu'il y a des grandes lois économiques qui relient ces agrégats économiques et qu'on ne peut pas déduire des actions des firmes, des travailleurs et des consommateurs. Donc si vous lisez Marx, c'est complètement différent de ce que vous lisez quand vous lisez la microéconomie aujourd'hui. La microéconomie, on se demande, quand vous faites des courbes d'offres et de demande, on se demande pourquoi est-ce que vous achetez tant de biens à tel prix plutôt que tant de biens à tel prix, puis on fait des hypothèses sur la rationalité des individus. Marx ne fait rien de tel. Okay. Ça, c'est la première chose qu'il faut garder en tête, parce que je vous en redirai deux mots dans les objections. C'est pas crucial pour ce que je veux vous dire ici, mais c'est quand même important. Et le deuxième type de chose qui va avec le holisme que Marx accepte largement, c'est ce qu'on appelle des explications fonctionnelles en sciences sociales. Alors, qu'est-ce que c'est que des explications fonctionnelles ? Vous avez différents types d'explications. Vous avez des explications causales, dans lesquelles vous expliquez un phénomène par un phénomène antérieur. Okay ? Le sol est mouillé parce qu'il a plu, ça c'est une explication causale. Vous avez des explications intentionnelles. Okay ? Vous expliquez un phénomène par les intentions qui lui précèdent. Okay ? Donc, Cyril est là aujourd'hui parce qu'il a décidé de venir aujourd'hui au cours. Donc, vous faites appel à l'intention d'un individu ou d'un groupe d'individus pour comprendre un résultat. Et puis, vous avez des explications fonctionnelles qui sont très courantes en sciences naturelles, qui consistent à expliquer un phénomène par ses conséquences bénéfiques. Okay ? Donc, si vous êtes darwinien, ce que j'espère que vous êtes au moins dans les grandes lignes, vous pensez qu'il y a un certain nombre... que ce n'est pas que l'œil est fait pour voir. Okay ? Si on a des yeux, ce n'est pas parce que
un être intelligent a décidé de dessiner quelque chose qui ressemble à des yeux parce que c'est super pour capter les rayons lumineux ambiants. C'est plutôt dû au fait qu'on a eu dans l'évolution l'émergence d'un certain type d'organe qui a été sélectionné. Et sélectionné, ça ne veut pas dire quelqu'un qui fait une sélection qui dit toi tu rentres, toi tu sors. Sélectionné, ça veut juste dire si vous ne l'aviez pas, vous aviez moins de chances de survie. D'accord ? Donc là, l'œil remplit une fonction. Et c'est pour ça qu'il est sélectionné dans l'évolution. Et vous avez le même type de phénomène d'explication fonctionnelle auquel on fait appel très largement dans les sciences sociales. Okay, il n'y a pas que la société, il n'y a pas que les sciences naturelles qui évoluent, il n'y a pas que les phénomènes naturels qui évoluent, il y a aussi les phénomènes sociaux. Et Marx fait souvent appel à ce type d'explication fonctionnelle. Il dit notamment que les innovations sont dans l'intérêt du capital parce qu'elles réduisent la demande du travail et donc diminuent les salaires. Okay, donc les innovations. Pourquoi est-ce que le capitaliste innove ? C'est juste parce que ça remplit une fonction utile pour lui. D'accord ? C'est pas qu'il a l'intention d'innover, c'est que c'est utile, ça lui permet de diminuer les salaires. À long terme, c'est pas utile parce que ça participe à la diminution, baisse tendancielle du taux de profit. Alors, je vous ai mentionné ces deux choses-là parce que, comme je vous l'ai dit, le holisme social de Marx et les explications fonctionnelles de Marx, parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a un certain nombre de marxistes qui sont peut-être les plus lisibles et éventuellement les plus intéressants, qu'on appelle les marxistes analytiques, qui sont des marxistes du courant de la philosophie, de la tradition analytique en philosophie, qui ont essayé de donner une formulation rigoureuse à Marx, et ils ont essayé d'une part, c'est notamment le cas de Elster, que je cite dans la diapo précédente, ou de Cohen, sur lesquels on reviendra tout à l'heure, ils ont essayé d'une part de renoncer aux explications fonctionnelles, parce qu'ils voient des problèmes qu'on verra, et aux explications holiste en ramenant Marx dans le cadre d'une théorie rationaliste des individus où on explique les phénomènes sociaux sur la base des décisions individuelles. Bien. Donc jusqu'ici, vous êtes tous des marxistes, si j'ai bien fait mon travail. D'accord ? J'ai anticipé quelques objections, mais c'est de votre faute parce que vous m'avez posé des questions, mais j'espère que maintenant vous voyez l'attrait de la théorie marxiste. D'accord ? Vous voyez une théorie qui vous dit, en fait, au fond de notre société, sur la base d'hypothèses qui semblent relativement plausibles, le fond de notre société est traversé par des tensions internes, division entre ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui ne les possèdent pas, qui permet à ceux qui les possèdent d'exploiter les autres. Okay ? Plus une loi économique qui fait qu'il va y avoir de moins en moins de profit parce que, en fait, le capitaliste a besoin des travailleurs, mais il ne s'en rend pas compte, il a tendance à les remplacer par des machines, ce qui conduit à diminuer le taux de profit. Okay ? Donc c'est une théorie qui exerce un attrait manifeste. D'accord ? Et c'est même un des mystères de cette théorie, peut-être que vous aurez à l'issue de cette séance, on va voir les différents types d'objections marxistes. Pour beaucoup, aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi le marxisme continue à être aussi attrayant, étant donné les objections qui vont venir. D'accord ? Donc vous en êtes au point, je sais que vous avez déjà entendu des objections au marxisme, mais j'imagine que vous avez l'esprit complètement vierge et maintenant, vous êtes tous des marxistes absolus. À la fin de cette séance, vous allez être retournés comme des crêpes. Vous allez au contraire tous être des véhéments adversaires du marxisme. Évidemment, ce n'est pas le but, d'accord ? Le but, c'est que vous voyez les tensions entre les différentes théories, puis de voir comment est-ce qu'on peut éventuellement sauver des aspects des marxismes ou pas. Ça, c'est à vous de décider une fois qu'on aura vu l'ensemble des thèses. Alors, quelles sont les différentes objections au marxisme ? On peut les classer de différentes manières. Moi, je vous propose la classification suivante. Vous avez d'abord des objections marxistes par lesquelles on va commencer, qui contestent le diagnostic de Marx. D'accord ? Qui dit Marx a mal compris l'histoire, et là on va se concentrer en particulier sur le capitalisme. Okay ? Il a mal compris le fonctionnement du capitalisme, et on va voir différentes objections qui ont été soulevées à son encontre à ce niveau-là. Vous avez ensuite des objections qui vous sont sans doute plus familières, qui sont des objections aux solutions marxistes. À savoir, qu'est-ce qui se passe quand on essaye le communisme. Et en général, ça ne se passe pas bien, et là-dessus, il y a eu un grand nombre d'objections, à la fois empiriques et théoriques, qui ont été soulevées. Et puis, vous avez, pour terminer, des objections à la méthode marxiste. Un certain nombre d'auteurs ont dit, en fait, c'est compatible avec ces objections, mais dire, en fait, dans l'approche même de la théorie de Marx, il y a des pratiques et des présupposés méthodologiques qui sont fondamentalement problématiques. Alors, nous, on commence par les objections au diagnostic de Marx, et puis on va en distinguer deux types. Il y a des objections empiriques, et puis des objections
théoriques. Et on commence par les objections empiriques. Ça ne devrait pas être trop long. Les objections empiriques à Marx, elles disent que Marx fait un certain nombre de prédictions ou de constats, enfin de prédictions plutôt, et puis quand on regarde la manière dont les choses se déroulent après, on se rend compte que ça ne correspond pas à ce que dit Marx. Donc Marx prédit un effondrement du capitalisme. Le premier tome du Capital date de 157 ans. Maintenant, jusqu'ici, il n'y a pas eu d'effondrement du capitalisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de crise du capitalisme, il y en a eu plusieurs. Mais une des choses qui est plutôt frappante, c'est que le capitalisme s'est montré très résilient. D'accord ? Et d'un autre côté, évidemment, le communisme, si on enlève un certain nombre si on omet certaines exceptions, la Chine, Cuba, la Corée du Nord et quelques autres pays, dans l'ensemble, le communisme s'est montré beaucoup plus instable que le capitalisme. D'accord ? Vous voyez que ça, c'est pas une critique du tout normative. D'accord ? C'est juste Marx, l'historien, qui dit qu'il y a différents modes de production. Il y en a un qui va céder sa place à un autre, le capitalisme va s'effondrer, le communisme va le remplacer. Ce n'est pas la direction que ça prend. Alors évidemment, Marx est quelqu'un de prudent, il n'a jamais dit ça va être dans 10 ans, ça va être dans 20 ans. Mais enfin, on attend toujours le grand soir. Je ne sais pas si on l'attend avec impatience, mais si on veut vérifier Marx, jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas produit. Deuxième chose, Marx prédit une baisse tendancielle du taux de profit. Alors là, j'ai cherché, je voulais vous mettre un beau graphique, mais c'est un foutoir innommable sur comment est-ce qu'on définit le taux de profit, comment on le mesure. Mais je pense que c'est juste de dire que sur ce point, il n'y a même pas une solution majoritaire qui émerge. Il y a certains économistes marxistes qui disent oui, si on le définit comme ça, on arrive à voir une baisse tendancielle du taux de profit, d'autres pas du tout, d'autres qui disent ça augmente, d'autres qui disent il n'y a aucune tendance spécifique. Donc en tout cas, ce n'est pas une prédiction qui juste ici a été vérifiée de manière saillante. Marx prédit une paupérisation du prolétariat. Évidemment, on va employer de moins en moins le capitalisme va employer de moins en moins de travailleurs pour avoir de plus en plus de machines, donc il va y avoir de plus en plus de concurrence entre les travailleurs, les salaires vont diminuer. Or, ce qu'on constate, ça on verra quand on parlera de libéralisme, c'est que depuis les débuts de la révolution industrielle, le moment où écrit Marx, il y a eu dans le monde et dans la quasi-totalité des pays du monde une chute de la pauvreté absolue et une augmentation générale du niveau de vie. Donc là encore, prédiction qui ne se réalise pas. Et puis enfin, Marx dit la lutte des classes, c'est le moteur de l'histoire. Et une difficulté pour tous les marxistes, notamment pour cet aspect sociologique du marxisme, c'est que sous l'effet de l'augmentation du niveau de vie, il y a eu une émergence de classes sociales qu'on appelle les classes moyennes. Alors comment les définir précisément, c'est un peu plus délicat, mais c'est des personnes qui ne possèdent pas les moyens de production, donc en principe des prolétaires, mais qui ont un revenu qui est beaucoup plus élevé que ne l'étaient les prolétaires et qui n'ont pas manifestement intérêt à renverser le système capitaliste. Et donc ça pose, une nouvelle épine dans le pied de l'économie et de la sociologie marxiste. Vous voyez que ça, c'est juste des constats empiriques qu'il faudra étayer de plus près, mais c'est juste pour vous donner la direction d'un certain nombre de critiques purement empiriques qui sont faites à Marx. Mais nous, on est des philosophes, on n'aime pas trop les trucs empiriques, ou c'est pas qu'on n'aime pas, c'est qu'on n'est pas très bon avec ces choses-là. Alors on va passer aux objections théoriques au constat, au diagnostic marxiste. Okay. Et là, l'objection théorique qu'on a touché du doigt la dernière fois, ce que j'aurais pas dû faire, c'est l'objection qu'après à la valeur travail qui sous-tend tout le système de Marx. Encore une fois, c'est là-dessus qu'il commence son livre majeur, en 3 tomes, Le Capital. Il y revient dans le 3e tome, il reprend ça à Ricardo, Principe d'économie politique, et avant ça à Adam Smith. Et il pense que si on accepte cette théorie de la valeur travail, on peut directement dériver la théorie de l'exploitation et la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit. D'accord ? Alors, comment l'a dit brièvement la dernière fois, cette théorie de la valeur travail, il faut comprendre d'où elle vient, pas seulement historiquement, mais d'où elle vient idéologiquement. Pourquoi est-ce que, théoriquement, pourquoi est-ce qu'on accepte cette théorie de la valeur travail ? Ça ne va pas de soi au départ, cette théorie de la valeur travail. Je ne sais plus qui me disait la dernière fois,
Mais il y a plein de choses que je peux acheter très cher qui contiennent plein de travail, et il y a plein de choses qui contiennent plein de travail que j'achète pas très cher. Si je passe mon week-end à faire un dessin et que je l'amène la semaine prochaine à Cyril et je dis, écoutez Cyril, ça fait 30 heures que je dessine ce beau bateau, maintenant vous me devez 200 francs, il y a peu de chances que Cyril me donne 200 francs, d'accord? Pourtant, il va contenir beaucoup de travail. Okay. Donc il y a plein de choses qui contiennent beaucoup de travail qui sont vendues très peu cher, il y a plein de choses qui sont vendues très cher qui contiennent quasiment pas de travail. Donc comment est-ce qu'on explique ça? Pourquoi est-ce que des économistes de la trempe de Adam Smith, Ricardo et Marx en sont venus à adopter une théorie qui, au départ, paraît un peu étrange? Et pour comprendre ça, il faut revenir un tout petit peu en arrière et se dire comment est-ce qu'on explique la valeur d'échange des biens. Okay. Qu'est-ce qui fait que les biens ont un certain prix? Qu'est-ce qu'on appelle un prix? C'est contre combien de choses est échangé un bien. Souvent, on mesure le prix de manière monétaire, mais même dans une économie de troc, si j'ai des pommes et que Gabriel a des brocolis, ben on peut échanger avec un taux très favorable une pomme contre 8 brocolis. Ça, c'est un prix des pommes en termes de brocolis. D'accord ? Donc le prix, c'est juste contre combien, c'est la valeur d'échange, c'est contre combien on échange un bien, et ça vaut qu'il y ait de la monnaie ou qu'il n'y ait pas de monnaie. Bien, qu'est-ce qui fait que les objets qu'on échange sont échangés à ces ratios-là? Pourquoi une pomme contre 8 brocolis et pas 7 brocolis? Eh bien, la réponse la plus naturelle, c'est de dire, ça vient du fait que Gabriel et moi, on a différents besoins. Okay. Moi, j'ai une pomme, mais j'en ai pas tellement envie, j'aime pas les pommes. Par contre, j'adore les brocolis, vraiment très très fort. Gabriel, il a des brocolis, il n'aime pas les pommes. On se dit, écoute, besoin différent, je te donne ma pomme, tu me donnes mes brocolis, et tout le monde est content à l'arrivée. Ça, c'est la manière la plus naturelle d'expliquer l'échange au départ, la valeur d'échange des biens. Et c'est de ça que partent, très intuitivement au départ, Adam Smith, Ricardo et même Marx pour expliquer pourquoi est-ce qu'on échange. Okay. C'est qu'on a des désirs inversé. Moi, je veux ce que vous avez, vous voulez ce que j'ai. Donc échangeons. Ce serait bien idiot de se priver de maximiser nos satisfactions. Mais le problème auquel se heurte d'emblée Adam Smith, qui est devenu célèbre dans l'histoire de la pensée économique, c'est le paradoxe de l'eau et du diamant. Adam Smith dit, oui, mais si c'est le cas, si c'était le cas, si effectivement ce qui explique la valeur des biens, c'est les besoins ou les désirs qu'on en a, on ne pourrait pas expliquer pourquoi un diamant coûte plus cher qu'un verre d'eau. Donc Gabriele, il a un verre d'eau maintenant, moi j'ai un diamant. On a tous beaucoup plus besoin d'eau que de diamants. Et Gabriele et moi. Okay. Et pourtant, je parie que si je dis à Gabriele, vous voulez mon diamant, et en échange vous me donnez votre verre d'eau, Gabriele, il signe tout de suite. D'accord ? Et pourtant, il n'a pas vraiment besoin d'un diamant. Donc comment ça se fait qu'a priori, le diamant vaille plus cher que l'eau, alors qu'on en a moins besoin, que tout le monde en a moins besoin. Si c'était le besoin, ou le désir, ou les préférences qui expliquaient les échanges entre les individus, alors le diamant, l'or et des choses dont l'utilité est vraiment pas manifeste, ou elle est vraiment accessoire, ne devraient pas coûter si cher. Et on devrait se concentrer sur les choses dont on a le plus besoin. D'accord ? C'est ça qui conduit Adam Smith à dire, mais non, pour comprendre la différence de prix entre l'eau et le diamant, il suffit non pas de s'appuyer sur les besoins, mais de se demander la quantité de travail qui est nécessaire pour avoir un diamant et pour avoir de l'eau. Pour avoir un diamant, il faut une pioche, il faut piocher longtemps. Une fois que vous l'avez trouvé, il faut le nettoyer, il faut le tailler. C'est énormément de travail. Pour avoir de l'eau, vous mettez vos mains dans le lac et vous l'avez tout de suite. Donc c'est ça qui explique que l'eau coûte moins cher que le diamant, parce que l'eau contient moins de travail. D'accord ? Donc vous voyez, le mouvement initial pour aller vers la valeur travail, il faut bien comprendre, c'est pas venu de nulle part, la valeur travail, même si on a des objections naturelles qui nous viennent à l'esprit. La valeur travail, c'est venu de l'idée qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi certains biens dont on a peu besoin sont très chers. Mais on arrive bien à le comprendre, en tout cas dans le cas de cet exemple-là, si on passe à l'idée que ce qui fonde la valeur d'échange des objets, c'est pas dans quelle mesure ils satisfont nos besoins, mais plutôt combien de travail est nécessaire à leur production. Bien, alors là, je vous ai refait l'histoire pour aller dans le sens de Marx jusqu'ici. Dans le sens de Smith, Ricardo, de Marx. C'est pour ça qu'on veut la valeur travail. D'accord ?
Mais maintenant arrive, et là on a presque de la peine pour le brave Karl, parce que 4 années seulement après qu'il bâtisse tout son système sur la valeur travail, arrivent 3 économistes qui publient quasiment en même temps et indépendamment, ce qui est quelque chose de très étonnant dans l'histoire des sciences, substantiellement la même théorie. C'est la théorie qu'on appelle marginaliste, une théorie marginaliste de la valeur économique. Ce que disent les 3 en substance conduit à dire non, mais on s'est trompé complètement avec la valeur travail. C'est bien nos besoins des choses qui fait qu'ils ont la valeur qu'ils ont et pas le travail qu'ils incorporent. Simplement, il y a un petit piège dans lequel Adam Smith est tombé qui l'a conduit avec le paradoxe de l'eau et du diamant à renoncer à la valeur travail. Ces 3 économistes, je vais vous présenter leur réponse dans un instant, vous verrez qu'une fois que vous le savez, vous vous dites c'est évident, mais c'est dur de faire simple et c'est dur de mettre le doigt sur les choses évidentes. Donc, ces 3 économistes sont Karl Menger, qui va fonder une école, enfin fonder, c'est pas qu'il fonde une école, mais qui va être le premier d'une longue tradition économique qu'on appelle l'école autrichienne en économie. Et puis les 2 autres, Stanley, donc lui il est autrichien évidemment, Stanley Jevons est anglais et Léon Walras il est à Lausanne. Et ces 2-là vont être à l'origine de ce qu'on appelle l'économie néoclassique. L'économie néoclassique, c'est celle qu'on oppose à l'économie classique d'Adam Smith et David Ricardo. Elle a notamment pour caractéristique d'avoir introduit, c'est ce que fait Walras très explicitement, ces courbes d'offres et de demandes que vous avez déjà vues. Donc c'est une économie qui est très mathématisée. Si vous avez fait un peu de microéconomie, c'est directement tiré des éléments d'économie pure, d'économie politique pure de Walras. A l'inverse, Menger, qui est un Autrichien, lui, et toute l'économie autrichienne, dont les grands noms sont Baumbawerk, Mrs. Friedrich Hayek et Murray Rothbard, tout ça, ce sont des économistes et des philosophes qui sont très sceptiques au sujet de la mathématisation de l'économie. Donc, ils prennent des voies différentes, mais au départ, ils sont exactement dans le même bateau en ce qui concerne le rejet de la théorie de la valeur travail. Et à leur suite, aujourd'hui, il y a quasiment plus un économiste qui défend la valeur travail telle que Smith, Ricardo ou Marx l'admettaient. Bien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour comprendre la valeur d'échange des biens, étant donné le paradoxe de l'eau et du diamant, si on ne veut pas revenir à la valeur travail? Est-ce que vous avez une idée? Comment expliquer le fait que c'est vous qui allez travailler? Ils ont tous trouvé les 3 en même temps il y a 150 ans maintenant. Vous pouvez bien trouver ça maintenant. Comment est-ce qu'on explique, si ce n'est pas la quantité de travail qu'ils incorporent, que l'eau coûte moins cher que le diamant? Oui. Oui, mais l'offre et la demande, c'est presque devenu un peu une formule qu'on dit sans trop réfléchir à ce que ça veut dire derrière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'offre et la demande ici? Disons qu'il y a une très grosse offre d'eau, ouais. Puis il y a aussi une grosse demande, mais l'offre est beaucoup plus grande. Pour les diamants, il y a une petite demande, mais l'offre est aussi très limitée. Alors ça, c'est une explication par la rareté qui est importante. Mais ça n'explique pas encore la demande. Pourquoi est-ce qu'il y a une demande de diamants alors que le diamant est si peu utile? D'accord? Pour qu'il y ait une explication par l'offre et la demande, effectivement, il y a un phénomène d'offre. C'est plus facile d'avoir... l'eau est plus en abondance que le diamant. Okay? Et la rareté n'est pas forcément calquée sur la quantité de travail. C'est un bon point. Mais il faut aussi qu'il y ait une demande pour que quelque chose ait un prix. Il faut que les gens veulent de l'eau et veulent du diamant. Pourquoi est-ce que, alors qu'on veut plus d'eau que de diamant, pourquoi est-ce que, néanmoins, le diamant coûte plus cher? Oui. Parce qu'il y a des produits qui sont chargés d'une valeur qui dépasse leur fonctionnalité, et puis il y a toute une charge émotive qu'on a su créer, qui font on en fait des objets du désir. Bien, alors... les économistes des débuts, c'était le cas de Marx, c'était le cas de Menger que je viens de vous citer, effectivement, ils ne pensaient pas directement à ça.
aux biens symboliques comme vous avez, ou aux biens comme vous venez de mentionner, ou bien comme une charge émotive. Pourquoi? Parce que tous les économistes depuis Adam Smith, ils sont obsédés par une chose. C'est quoi la grande obsession des économistes? Pourquoi est-ce que tant de gens font de l'économie? C'est quoi le... Pourquoi vous voulez faire de l'économie? Le fric. Comment? Le fric. Mais non, le fric, mais non. Vous êtes entrepreneur si vous voulez de l'argent. C'est économiste, vous avez fini dans une université. Non. La planification pour la société. Mais pourquoi? Non, la planification, c'est une solution économique. Okay? Mais qu'est-ce qu'on veut planifier? Qu'est-ce que veulent obtenir les économistes? Comment s'appelle le grand livre de Smith? La richesse des nations. Okay? C'est la richesse qu'obsèdent les économistes. Ils disent, comment est-ce qu'on fait pour... les gens meurent de faim partout. Je veux dire, nous, on a oublié ça. On est extrêmement gâtés. Mais si vous êtes à l'époque d'Adam Smith, les famines sont légion. C'est tout le temps. Donc, dès que vous avez une baisse de la production, dès que vous avez un hiver un peu rigoureux, vous ne savez pas si vous allez finir l'hiver prochain. Donc, la lutte contre la pauvreté et le fait de résoudre le problème de l'insuffisance des richesses, ça, c'est le problème central des économistes. D'accord ? Alors, j'en reviens à votre question. C'est la raison pour laquelle ces économistes, ils n'ont pas pensé à la valeur ornementale du diamant pour commencer. Ils commencent à s'intéresser aux besoins. Quand ils parlent de besoins, c'est les besoins vitaux. D'accord ? Ils disent comment est-ce qu'on va faire ? Quelle est la meilleure façon d'organiser la production et la distribution de richesses de manière à ce que tout le monde puisse satisfaire au mieux ses besoins ? Ça, c'est le problème. Ils le partagent tous, cette question-là. D'accord ? Là-dessus, il n'y a pas de... Et Adam Smith, et Karl Marx, et Ricardo, et Menger, et Walras, et plein d'autres. Il n'y a pas de conflit idéologique entre eux. D'accord ? Les économistes, ce n'est pas des gens qui cherchent à faire du fric, comme vous disiez, comme vous disiez, Jean. Évidemment, tout le monde a besoin d'un salaire, moi le premier, mais le but premier de leur théorie, c'est produire suffisamment de richesses ou distribuer suffisamment de richesses pour que chacun mange à sa faim. Alors, pardon, je fais un long détour pour vous répondre. Excusez-moi, je suis parti là, je reviens. C'est la raison pour laquelle ces premiers économistes s'intéressent aux besoins. Mais l'économie, assez rapidement, s'est dit, en fait, il n'y a pas que les besoins qui font des prix. Parce qu'on a des besoins secondaires. Okay ? J'ai besoin d'un certain nombre de calories, mais s'il pouvait y en avoir quelques-unes qui étaient sous la forme d'une glace au chocolat, plutôt que de patates, je serais content. Donc vous voyez que ça, c'est un besoin qui relève déjà un peu plus du désir. On améliore qualitativement la nourriture. Si je pouvais avoir 2 mètres carrés supplémentaires dans ma cuisine, je serais aussi content. Donc là, on a un besoin qui est plus notamment un besoin. La différence entre les besoins et les désirs, elle s'estompe assez facilement. Enfin, si vous avez des enfants, vous voyez tout de suite que la manière la plus simple pour eux de vous faire avoir ce qu'ils veulent, c'est de dire j'en ai vraiment besoin. Sans glace au chocolat, je meurs. Donc c'est une bonne technique de faire passer ces désirs non nécessaires pour des besoins. Toujours est-il que les économistes, voyant ça, ils se sont dit, nous, on va plus s'embêter avec la distinction entre les besoins et les désirs, on va juste parler de préférences. C'est ça qui fonde le prix des choses. On n'est pas là pour évaluer si les préférences des individus sont bonnes ou pas. Il y a des gens qui préfèrent les diamants, beaucoup en fait. Préférence, ça ne veut pas dire qu'on les satisfait. Je pense que tous ici, on préfère un diamant à un verre d'eau. C'est pas... Maintenant, je sais qu'il y a des conditions, et je vais y venir où on préférerait un verre d'eau, mais maintenant, si je vous dis diamant ou verre d'eau, je suis sûr que vous prenez tous le diamant. Donc les économistes, ils s'intéressent aux préférences, d'accord ? Et les préférences, ça inclut les besoins, ça inclut les désirs, etc. Donc la thèse fondamentale, c'est de dire la valeur d'échange des biens et des services, elle est fondée sur à quel point on préfère les avoir ou pas. Et cette préférence, ça inclut aussi bien les désirs avec la charge émotive que vous mentionniez, que les besoins vitaux, que les besoins de santé, que préférer le chocolat plutôt que le caramel, etc. On met tout ça dans un grand sac qu'on appelle préférences, et c'est les préférences qui déterminent les prix. Alors, vous n'avez pas trouvé toujours la réponse à la question pourquoi. Alors, vous avez trouvé partiellement la réponse, Arnaud, tout à l'heure, en disant ça vient de la rareté, et c'est vrai, mais il faut aussi expliquer la demande. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de demandes de diamants que de demandes d'eau ? Si, a priori, on a plus quand même besoin d'eau et qu'on n'est pas complètement irrationnel, dans nos préférences, on met d'abord ce qui est absolument nécessaire plutôt que ce qui est purement accessoire. Cyril. Est-ce qu'il y a véritablement plus de demandes de diamants que d'eau ? Non, et pourquoi il y a plus
Oui, j'ai essayé de vous poser la question et maintenant, pourquoi est-ce que si on s'appuie sur la demande, on n'arrive pas à l'idée que l'eau devrait valoir... Il y a plus de demandes d'eau que de diamants. Pourquoi est-ce que l'eau ne devrait pas être plus chère que le diamant? Pourquoi est-ce qu'on a un besoin d'eau? Vous avez une autre suggestion? Oui, mais peut-être que c'est un peu ce qu'elle a dit. Est-ce que du coup le diamant ce serait pas un bien positionnel et que du coup, si on prend l'homme comme un animal et selon le darwinisme, du coup les gens qui avaient des biens positionnels vont mieux survivre? Oui. Alors effectivement, c'est le même type de question. Donc vous parliez de biens qui ont une charge émotive. Un bien positionnel, c'est un bien qui manifeste une certaine position dans une structure de pouvoir social, peu importe. Ma Ferrari, ça c'est un bien positionnel. C'est pas juste que ça a mais ça me permet socialement d'occuper une position. Tout ça c'est vrai. Mais vous ratez un point qui est très... Quand vous le voyez après, vous dites mais comment est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt? Pourquoi est-ce que cette théorie s'appelle l'utilité marginale? L'utilité marginale d'un bien, c'est l'utilité qui est procurée par la consommation d'une quantité supplémentaire de ce bien ou de ce service. Autrement dit, étant donné la quantité de ce bien que vous avez déjà, à quel point vous êtes intéressé par une unité supplémentaire de ce bien. Et c'est pour ça que l'eau ne vous excite pas vraiment si je vous dis maintenant un verre d'eau ou un diamant. C'est que vous n'avez pas soif maintenant. Vous avez déjà bu. Donc, ce que vous évaluez, ce n'est pas la valeur de l'eau en soi. Évidemment que l'eau en soi, pour la survie, elle est nécessaire. Ce que vous évaluez, c'est la valeur d'un verre d'eau, étant donné la quantité d'eau que vous possédez et que vous avez consommée à ce moment-là. Maintenant, vous n'avez pas trop soif. Par contre, le diamant, ça, je ne sais pas si vous en avez déjà. Peut-être vous en avez un, mais la consommation que vous avez fait du diamant, ça n'a pas satisfait totalement votre besoin. D'accord ? Un verre d'eau, ça vous fait une belle jambe. Au bout d'un moment, ce qu'on appelle l'utilité marginale diminue. Tandis que pour le diamant, étant donné la quantité de diamants que vous avez, c'est très utile un diamant pour vous. Directement parce que vous trouvez ça beau, indirectement parce que vous savez que vous pouvez l'échanger contre encore plein de choses qui vous intéressent peut-être plus encore. Donc, l'invention qui est dans un sens totalement évidente, et en un autre qui a mis tant de temps à se décanter dans l'histoire de la pensée économique de nos trois marginalistes, Jevons, Menger et Walras, c'est de dire ce qui détermine la valeur des biens du point de vue de ceux qui veulent ces biens-là. Donc on n'est pas du côté, comme disait Arnaud, de la disponibilité des biens, mais du point de vue du désir ou des préférences pour les biens. Ce n'est pas la préférence tout court pour les biens, pour des types de biens. C'est la préférence pour un type de bien étant donné la quantité qu'on a déjà. Okay ? Et il y a beaucoup de biens qui sont vitaux, mais on les possède, donc c'est pour ça qu'on n'en veut pas davantage. Donc ça paraît trivial, mais vous voyez que le paradoxe de l'eau et du diamant, il est résolu en 3 coups de cuillère à peau si vous intégrez ça. D'accord ? Pourquoi est-ce que l'eau coûte moins cher que le diamant ? Simplement parce qu'on en a déjà assez, puis qu'est-ce que je vais faire de 3 bouteilles d'eau supplémentaires si j'ai déjà bu à ma soif ? L'eau, en principe, elle est vitale, mais l'eau, si j'ai déjà bu, elle est plus vitale. Donc vous voyez que si vous faites ça, vous pouvez expliquer pourquoi l'eau ne coûte pas plus cher que le diamant, sans faire appel à la valeur travail. Alors pour la plupart des biens, l'utilité marginale, donc c'est quoi l'utilité marginale? C'est à quel point une unité supplémentaire de biens satisfait nos désirs ou nos préférences. Pour la plupart des biens, l'utilité marginale, elle est décroissante. Si vous en avez déjà, si on vous en donne n+, ça va pas, c'est de moins en moins plaisant. Okay? Imaginez que j'ai des... Ça marche pour certains biens jusqu'à imaginez que j'allais dire des cacahuètes, mais ça marche pas pour les cacahuètes. Parce que justement, les cacahuètes, c'est un bon exemple pour comprendre la différence. Les cacahuètes, ça commence par une utilité marginale croissante, puis ça devient décroissant. Donc si j'ai des cacahuètes, je vous en donne juste une chacun. Vous croquez dans ce petit truc salé, ça vous donne envie d'en avoir encore plus. D'accord ? Donc ça veut dire l'utilité de la deuxième cacahuète, elle est encore plus élevée que l'utilité de la première cacahuète. Maintenant, je vous en donne, jusqu'à vous gaver complètement. Okay ? Jusqu'ici, l'utilité marginale de la prochaine cacahuète, elle est croissante. Mais il y a un moment où je vous assure, ça va me coûter cher en cacahuètes, mais il y a un moment où je vous assure où ça va, où c'est trop, où vous ne voulez plus, vous n'avez plus faim, vous êtes écœuré, vous n'avez plus envie de manger des cacahuètes. Là, l'utilité marginale, elle devient décroissante. D'accord ? Donc, la théorie qui est très largement admise et plausible, c'est qu'en général, l'utilité marginale des types de biens, elle est décroissante. Pensez à un vélo c'est bien, 2 vélos c'est pas mal, 3 vélos, qu'est-ce que vous allez faire de 7 vélos ? C'est ok, donc utilité marginale décroissante. Donc il y a des exceptions, les cacahuètes au début, les drogues, les collections de timbres,
Si vous avez juste un timbre, le deuxième timbre, ouais, on s'en fiche. Troisième, ça commence à devenir. Si vous avez 1000 timbres qui vous en manque qu'un et que là vous avez utilité marginale croissante. Okay, et ça, c'est des exceptions. En général, l'utilité marginale, elle est décroissante. Et c'est ça qui explique que l'eau vaut moins cher que le diamant. Tout ça pour vous dire qu'on a abandonné très tôt, sous l'effet d'Adam Smith, l'idée que ce qui fait la valeur d'échange des biens, c'est notre désir ou nos préférences pour ces biens. À cause du paradoxe de l'eau et du diamant. On a foncé avec Adam Smith droit dans le mur, sur ce plan, parce que Adam Smith a fait plein d'autres découvertes très importantes, mais sur ce plan, on a foncé avec lui droit dans le mur en disant ce qui fonde la valeur des biens et des services, c'est la quantité de travail nécessaire à leur production. Marx a emboîté le pas, et bim, quelques années après, à peine après la publication du premier tome de son Capital, on découvre ce qui, pour beaucoup aujourd'hui encore, est le fondement de la valeur d'échange économique. Okay, c'est ça qui explique le mieux pourquoi est-ce qu'on échange les biens, comment on le fait. Alors pour vous faire comprendre en quoi cette petite révolution, dite révolution marginaliste, qui est en fait une grande révolution économique, c'est courant aujourd'hui si... Oui, pardon, Lucas. Oui. Est-ce qu'on a eu des adaptations de l'utilité marginale aux théories marxistes Oui, alors j'en mentionne quelques-unes après. Ça a été une réaction possible de dire est-ce qu'on peut abandonner la valeur travail chez Marx et essayer de sauver, de modifier la théorie marxiste en intégrant l'utilité marginale. Mais comme vous l'imaginez, la théorie marxiste, elle dépend tellement fondamentalement de la valeur travail que c'est difficile de voir que c'est vraiment une adaptation de la théorie marxiste qu'une révolution totale de la théorie. Voilà, mais c'est l'heure. Je finis sur la valeur travail et on fait une petite pause. Cette théorie selon laquelle la valeur d'échange des biens vient finalement, comme notre intuition initiale le prévoyait, des besoins ou des préférences qu'on a pour ces biens, ça conduit tout droit à l'idée que les échanges sont ce qu'on appelle mutuellement bénéficiaires. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un échange, les deux échangeurs gagnent. Donc moi j'ai ma pomme, Gabriele il a ses 8 brocolis, je préfère les 8 brocolis à ma pomme, et Gabriele il préfère ma pomme à ses 8 brocolis. On échange, yes, j'ai 8 brocolis, Gabriele il dit pareil, yes, j'ai ma pomme. On est les deux contents. Okay. Pourquoi on est les deux contents? Parce que ce qui motive les échanges dans cette théorie, c'est ce qu'on appelle des préférences inverses. Vous préférez ce que l'autre a, et l'autre préfère ce que vous avez. Okay. C'est pour ça qu'on échange. Sinon, on n'échangerait pas. D'accord ? Quel est l'intérêt d'échanger si vous ne préférez pas posséder ce que l'autre possède, hein, dans le cadre d'échange de biens. Donc ça, c'est, vous voyez, quand vous avez ça, vous avez au cœur de ça, vous avez une idée qui va être chère aux libéraux, à la tradition économique libérale qu'on étudiera par la suite, qui disent les échanges, mais c'est bien les échanges. C'est bien pas parce qu'on est des apôtres idéologiques du libre-échange, mais parce que dans chaque échange, vous maximisez la quantité de choses que chacun a. Et ce n'est pas très difficile d'imaginer des situations où la distribution des biens n'est pas du tout optimale. D'accord ? Donc si Cyril est fan de skateboard et que Charlotte est fan de... qu'est-ce que je vais vous mettre comme... fan de quoi fan de violoncelle. Je donne un violoncelle à Cyril et un skateboard à Charlotte. C'est nul comme distribution de biens. Il n'en a rien à faire de son violoncelle. Charlotte, elle n'a rien à faire de son skateboard. Ce serait bien idiot de ne pas les laisser échanger. D'accord ? C'est évident que Cyril préfère le skateboard. Donc l'échange maximise ça. Et grâce à ça, ils peuvent vivre une vie heureuse. Si c'est vraiment leur passion. C'est crucial d'avoir l'instrument nécessaire à sa passion. Donc vous voyez, l'argument en faveur de les échanges bénéficie à tout le monde. Donc ça, on y reviendra quand on parlera des libéraux. Mais évidemment, si vous avez la valeur travail, vous ne pouvez pas dire ça. Et vous faites ce que beaucoup d'économistes ont appelé, à tort d'ailleurs, parce que ce n'était pas la thèse de Montaigne, mais peu importe, ce qu'on appelait l'erreur de Montaigne. Qu'est-ce que c'est l'erreur de Montaigne ? C'est l'idée que dans un échange, s'il y en a un qui gagne, alors forcément l'autre perd. Okay. Donc si j'échange avec Jean, je lui achète son vélo à 200 francs, et quelqu'un qui dit, ben dis donc, tu l'as bien eu Jean, parce que vraiment son vélo, carbone, machin truc, là, il valait au moins 700. C'est Jean qui a perdu, c'est moi qui ai gagné. D'accord ? Je n'ai pas donné le vrai prix. Et dans tous les échanges, si vous généralisez cette idée, l'idée c'est que dans tout échange, il y en a un qui gagne et il y a l'autre qui perd. D'accord ? Et vous avez ça si vous avez la valeur travail. Parce que dans quel cas vous allez échanger exactement la même quantité de travail ?
ça va être des biens qui incorporent la même quantité de travail. Ça va être rarissime, en fait, vous ne faites jamais ce calcul, et en tout cas, il y a un cas où ce sera jamais le cas, c'est dès que vous êtes employé, évidemment. Parce que dès que vous êtes employé, vous allez donner quelque chose qui vaut plus que ce que vous allez recevoir. Votre salaire vaut beaucoup moins que la valeur que vous créez. Donc c'est un échange qui n'est pas du tout mutuellement bénéficiaire, d'accord ? C'est un échange qui bénéficie, dans la théorie de la valeur travail, simplement aux capitalistes. Mais les libéraux vont répondre, non, ça c'est juste parce que vous avez accepté la valeur travail. Si vous avez bien compris ce que c'est qu'un échange, imaginez-vous quelle est la situation du prolétaire ou du travailleur s'il n'y avait pas eu cet échange. Sa situation, elle serait pire. D'accord ? Donc vous prenez n'importe qui travaille dans une usine pour un salaire misérable, et puis vous allez lui dire, Cyril, vous êtes en train d'être exploité, je vais vous aider, Cyril. Dorénavant, vous ne travaillez plus dans cette usine. Ben, Cyril, il va dire, pas merci. Ouais. Je suis désolé, c'était pas un excellent salaire, mais enfin, maintenant, j'en ai plus du tout. Donc, c'est pas... Ok, peut-être qu'il y avait moyen pour moi de négocier un meilleur salaire, peut-être qu'en se mettant ensemble dans le syndicat, on pouvait avoir un plus haut salaire, mais ça n'empêche pas le fait que même cet échange, si cet échange était d'une certaine manière exploitatif, dans un sens qui conviendra de définir sans la valeur travail, il était mieux que l'absence d'échange. D'accord ? C'est pour ça que Cyril est là, c'est qu'il préfère avoir même ce petit salaire à rien du tout. Bien. Juste avant la pause, je conclue par cette petite citation de John Elster, qui est un des marxistes analytiques. Donc lui-même, il est marxiste. Il écrit un livre pour défendre Marx, mais il commence ce livre dans l'introduction en disant « De nos jours, l'économie marxiste est, avec très peu d'exceptions, totalement morte. » Okay. Donc évidemment, si vous tuez l'économie marxiste, qu'est-ce qui reste de Marx, hein, si vous n'avez plus la valeur travail. Donc ça, c'est une des objections centrales de Marx, sur laquelle je me suis beaucoup étendu. On fait une pause de 7 minutes. On reprend à 20. Non dice tanto lei che ha fatto un errore, mi spiace che la gente abbia mal interpretato. Porco. No, ma guarda,
figurative speech, e no, però alla fine l'importante è come ci sei. No, sì, faceva allora molto pacato. No, Fazio molto pacato, però cercava di rimarcare, guarda, questa cosa non è tutto così. Cioè, alla fine non è che questi anni hanno malinterpretato che sia successo. Ticino il fatto che anche il clima è diverso, però abbiamo il nostro microclima per cui è molto più caldo rispetto alle campioni. Però io lo posto letto, sì. Cioè, no, aspetta, a Locarno vai al festival, il festival del russo. Se non hai esami te lo consiglio. Sicuramente. Non finiamo visto di quando finisce anche il festival, quello non ci sono andato scorso anno. No, sì, no. A me quello che piace in Ticino sono sagre, feste di Parigi, però. Non mi piacciono gli però appunto mi piacciono gli ambienti ignoranti, dialettali. Il discorso simpatico, il dialetto lì sia un po' fuori posto. Oh, ma tu da che parli di male, molto del dialetto. Allora non andare a essere così io te mio. C'era mio padre che si faceva appunto a leggere tipo robe in dialetti italiani. E lui infatti io stavo leggendo quelli in Padri in friulano, un altro testo in napoletano. Beh, più o meno lo capisco. Appunto, il napoletano più o meno lo riuscirò a capire, tipo nel sentire diceva che allora, penso di capire il napoletano meglio di come capisco il portoghese, però non parlo portoghese. Ma io che tipo capisco? Il napoletano o il portoghese? No, napoletano.
brutti, però comunque sono brutti urbani, che lavorano in cantieri. L'impresa cinese sulla vita. Sì. Faccio una cultura, il cinese medio c'è una cultura della vita. Bien. Alors, on a vu la critique théorique. On a vu deux critiques sur le constat de Marx. On a vu certaines critiques empiriques sur le diagnostic de Marx sur le capitalisme, des critiques théoriques, enfin la critique théorique centrale, qui est la critique de la valeur travail. Ça reste pour beaucoup le point, le talon d'Achille fondamental de la théorie marxiste. Ça ne veut pas dire que tout soit perdu. Pour autant, vous avez différentes réponses possibles qui ont été abordées. Je vous les mentionne ici simplement par des penseurs avec des sympathies marxistes. Vous avez un certain nombre d'auteurs qui se sont dit est-ce qu'on peut sauver la valeur travail? Et si vous cherchez ça, une référence que vous allez trouver souvent, c'est un économiste italien qui publie en 1900, Sraffa, qui publie en 1960 un livre qui s'appelle Production de marchandises au moyen de marchandises, qui est souvent présenté comme une forme de résurrection de la valeur travail. En réalité, ce n'est pas du tout ce que Sraffa fait. Lui-même ne parle pas de valeur travail, mais c'est vrai qu'il introduit une nouvelle théorie de la valeur sur la base de marchandises qui peut être branchée dans une économie marxiste, mais il y a beaucoup de débats là-dessus. Donc ça reste un peu un appel qui est souvent incantatoire, un peu paresseux par les marxistes qui n'ont pas voulu traiter la valeur travail. Ils disent « Ouais, mais c'est bon, elle avait été attaquée par les marginalistes, mais Sraffa l'a sauvée. » En fait, si vous regardez concrètement ce que dit Sraffa, c'est loin d'être aussi simple que ça. La deuxième solution à laquelle l'un d'entre vous faisait allusion tout à l'heure, c'est de dire peut-être qu'on peut sauver le marxisme en intégrant les intuitions marginalistes. En disant, très bien, on abandonne juste la valeur travail, on refait Marx, mais avec la théorie de l'utilité marginale. Ça, c'est ce que font en partie, je vous ai mis deux auteurs ici, Oskar Lange et Michael Kalecki, qui sont des économistes, pas des philosophes. Mais la grande question, évidemment, c'est dans quelle mesure on est encore en train de faire du marxisme ici. Si vous sapez l'hypothèse fondamentale de toute une théorie, qu'est-ce qui reste de Marx? Donc ça, c'est le problème général. Autre solution qui est souvent retenue, c'est de dire, bon, mais c'est vrai que Marx présente sa théorie comme une théorie fondée sur l'économie, mais nous, ce n'est pas l'économie qui nous intéresse, c'est tous les autres aspects de la théorie marxiste, et ça nous intéresse. Ça, on veut le garder. L'idée qu'il y a une lutte des classes, l'idée qu'il y a une aliénation du travailleur, l'idée de la différence entre la structure économique et la superstructure idéologique qui est déterminée par la structure économique, l'idée du matérialisme historique, peut-être on peut garder tout ça, même si on renonce à l'économie de Marx. Là, vous avez un problème similaire qui est de dire, ouais, enfin, vous pouvez garder ça, mais si vous arrivez à montrer comment on peut garder ces distinctions-là sans vous appuyer sur la valeur travail, d'accord? Qu'est-ce qui reste de ces notions une fois qu'on a sapé l'un de leurs fondements. Et puis une chose qui a été très étudiée par les philosophes, c'est de dire, ok, le fait que la théorie de la valeur travail soit morte-née, enfin pas morte-née, non, mais soit morte dorénavant en économie, ça nous conduit à renoncer à la définition de l'exploitation de Marx. Okay. C'était une très belle définition de l'exploitation. On avait enfin une notion claire d'exploitation avec Marx. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de cette notion d'exploitation? Beaucoup disent après ça, il faut juste abandonner la notion d'exploitation. On n'avait qu'une définition de l'exploitation, c'était en termes de valeur confisquée, valeur produite par le travailleur confisquée par le capitaliste. Si on n'a plus cette notion-là, il faut abandonner la notion d'exploitation. Mais vous avez un certain nombre... ça me fait penser, on avait fait un séminaire, je crois que certains d'entre vous étaient là, Lucas, je crois que vous étiez, on avait fait un séminaire sur Marx. Je ne sais plus qui m'avait dit, dans son travail, il m'avait dit, c'était peut-être vous d'ailleurs, Lucas, je ne sais plus du tout, il m'avait dit, ouais, alors on voit bien avec la valeur travail on peut pas, que l'exploitation n'existe pas. Conclusion, mais c'est quand même vraiment pas bien l'exploitation, il faudrait lutter contre. Ben non, si ça n'existe pas, c'est pas bien. Donc le défi que pose la critique de Marx ici, c'est de dire, est-ce qu'on a une autre notion de l'exploitation, d'accord? Si vous voulez continuer à vous battre contre l'exploitation, il faut dire ce que c'est, et pas dans les termes de Marx. Je vous ai mis en ligne un très bel article, à mon avis, avec Elster, que je vous ai cité il y a quelques instants, mais ça c'est un des articles les plus limpides de la part d'un marxiste analytique. Cohen, qui était un grand philosophe politique,
dont on reparlera notamment quand on parlera de conservatisme, parce qu'il était marxiste, enfin socialiste à la fin de sa vie, mais il avait des appétences conservatrices qu'il a exprimées très bien. Et il écrit dans cet article The Labor Theory of Value and the Concept of Exploitation, il essaye de définir une notion de l'exploitation qui fasse l'économie de la théorie de la valeur travail. Mais il s'appuie quand même sur l'idée que seul le travail crée de la valeur, ce qui n'est pas tout à fait la valeur travail, mais qui s'en approche tout de même. Je ne dirais pas dangereusement parce qu'il explique bien en quoi c'est différent. Mais il y a quand même cette idée problématique. Et puis vous avez d'autres définitions de l'exploitation. Une définition courante à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure en discutant un exemple, c'est de dire que une exploitation sur le marché du travail, ça vient du fait qu'il y a une asymétrie dans le pouvoir de négociation entre le capitaliste et le prolétaire. Donc évidemment, c'est ce que dit Marx quand il parle d'armée de réserve industrielle pour désigner les chômeurs. Dans un moment, dans une économie où il y a beaucoup de chômeurs, ben, ça tire les salaires vers le bas. Dans une économie où il y a beaucoup de chômeurs. Quand on est à 2% de taux de chômage, comme en Suisse, qui correspond en gros au taux de ce qu'on appelle le taux de friction, le taux qu'on ne peut pas descendre beaucoup plus bas, parce qu'il faut bien que les personnes puissent quitter leur travail et le temps de retrouver un travail, c'est évidemment un argument qui est moins prégnant et qui joue même dans l'autre sens, qui joue en faveur de l'idée qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et donc une pression pour les salaires à la hausse. Bien, alors, on s'est intéressé aux objections, au diagnostic marxiste sur le capitalisme. On passe maintenant aux objections qui concernent les solutions préconisées par Marx. Et puis là encore, il faut distinguer les objections de type empirique et les objections théoriques. Les objections empiriques, cette fois, elles sont d'un type que vous connaissez, c'est que presque systématiquement, ou certains disent systématiquement, les tentatives de mise en œuvre du communisme se sont soldées par des drames humains. Le bilan du communisme, il y a eu des grands débats, mais en gros, la fourchette, qui est une large fourchette, elle se situe entre 60 et 140 millions de morts. 140, c'est très haut. Souvent, on est autour de entre 80 et 100 millions de morts. Évidemment, c'est difficile à évaluer. C'est difficile à évaluer en partie parce que les régimes communistes ont caché un certain nombre de morts. Les grandes famines en Chine, notamment, ont été découvertes bien plus tard sur la base d'études démographiques, notamment. Ça, c'est juste les morts, mais ça n'inclut pas que les morts. Les expropriations, les travaux forcés, les camps et les systèmes concentrationnaires. Vous avez sans doute entendu parler qu'on a découvert en URSS avec un livre qui a fait date, qui est l'Archipel du Goulag de Solzhenitsyn, mais il y en a eu beaucoup d'autres depuis, répression des libertés individuelles, etc. Des exodes, énormément d'exodes. Enfin, on a tendance à vouloir quitter régulièrement les régimes communistes. Exode de la Corée du Sud vers la Corée du Nord, exode de Cuba vers les États-Unis, exode de l'Allemagne de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest, etc. Et puis un trait quand même frappant, c'est qu'à chaque fois qu'on met le communisme en place, on se retrouve avec des dictateurs emblématiques. Ho Chi Minh au Vietnam, Pol Pot au Cambodge, Lénine et Staline en Russie, Mao en Chine, Mengistu en Éthiopie, Castro à Cuba, la Corée du Nord fait fort, Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un, Ceausescu en Roumanie, Jaruzelski en Pologne, Yamin en Afghanistan. Et puis il y a évidemment des régimes, il y a bien d'autres dictateurs communistes, là je vous ai mis les plus célèbres. Juste sur les famines, parce que c'est en fait, indépendamment des exactions politiques qui sont déjà dramatiques, c'est souvent un des points qu'on néglige, alors qu'en termes de nombre de morts, c'est ce qu'il y a de plus frappant. En URSS 1921-1922, on estime entre 3 et 5 millions de morts des famines qui sont dues à la sécheresse de 1921 et aux réquisitions forcées des produits agricoles pour nourrir les villes. Donc il y avait l'idée de Lénine qu'il fallait dorénavant encourager la production industrielle. Donc on prend tout ce qu'il y a dans les campagnes pour l'amener dans les villes. Il y a très peu dans les campagnes, les gens meurent de faim, donc ils ne peuvent plus cultiver. Ça accroît la famine et ça crée des bilan terrible. 6 et 8 millions de morts entre 1931 et 1933. L'Holodomor, vous en avez entendu parler à l'occasion de la guerre en Ukraine. Ça a été une famille qui a touché beaucoup l'Ukraine. La cause de ça, c'est le grand tournant de Staline. Le grand tournant de Staline, c'est quoi? C'est de dire on exproprie les koulaks, qui étaient les agriculteurs qui possédaient leurs moyens de production, leurs terres, évidemment pas conforme au marxisme. On crée des kolkhozes, des coopératives où il y a une propriété commune des moyens de production. On planifie l'économie. Ça tourne très mal.
46-47 rebelotes, et la pire, en termes de millions de morts, est sans doute un des drames humains les plus, de causes humaines les plus importants de l'histoire de l'humanité, et qu'on a mis du temps à découvrir. C'est à l'occasion du grand bond en avant de Mao qu'il a encore décide de collectiviser l'agriculture, et on estime là qu'il y a entre 30 et 45 millions de personnes qui sont mortes de famine en Chine. Donc le bilan du communisme n'est pas reluisant quand on essaye de le mettre en œuvre. J'ai mis quelques photos un peu frappantes. Il y a peu de photos, pour la raison que je vous disais que les régimes communistes sont souvent... il y a peu d'archives d'une part, et les régimes communistes étaient clos. Mais ça, c'est des photos qui ont été prises par un Américain dans la grande famille, encore de la grande famille chinoise, puis ça, c'est un camp de jeunes délinquants en URSS en 1942 sous Staline. Ce qu'on appelait des délinquants, c'était souvent juste des gens qui avaient le malheur de ne pas prendre des positions qu'il fallait idéologiquement, enfin, c'est pas le grand banditisme. Alors, le bilan est très noir. Il y a un mystère avec le communisme qui intéresse un certain nombre de chercheurs, c'est qu'en dépit de ce bilan très sombre, ça reste très sympathique de mettre des t-shirts avec Staline et Mao comme si c'était joli. Alors je ne pense pas que ceux qui mettent ça se disent c'est joli, d'accord. Si vous mettez un t-shirt comme ça, c'est sans doute pas pour vous dire ouais, super la famine. Mais il y a quand même au moins une ignorance, au moins une minimisation, une forme de manière de présenter le communisme comme quelque chose de gentil. Vous voyez que ce t-shirt il est problématique. Parce qu'à la limite, si vous avez Engels et Marx, vous pouvez vous dire que c'est des idéologues. Enfin, c'est pas que des idéologues parce qu'ils ont milité, mais ils ont fait la théorie. Mais c'est quand même difficile de défendre Mao et Staline et d'en faire des icônes. Oui. Mais, quand vous parlez de l'application du marxisme, Ouais. du communisme, dans quelle mesure, parce que un compte, c'est l'application je veux dire, les théories, et l'application sans contre-pouvoir, parce que, en fin de compte, l'essence même d'une dictature, c'est le fait qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir. Et dans quelle mesure cette application-là, elle est théorisée dans le marxisme? Quand on parle de marxisme, est-ce qu'on en parle de manière que on va imposer ça en empêchant le contre-pouvoir, ou bien est-ce que c'est une application qui a été faite dégénérative, si on veut? Très bien. Alors c'est une excellente question. C'est en général la question qu'on soulève à ce moment-là, de dire oui, enfin, c'est pas la faute du marxisme, c'est la faute des applications du marxisme. Et c'est vrai qu'il faut dire en défense de Marx ici, que Marx n'a jamais dit il faut que le pouvoir soit dans les mains d'un grand dictateur qui va organiser la société. Il n'a jamais dit non plus il faut organiser des famines, comme on a accusé plusieurs dictateurs de le faire, dictateurs communistes de le faire, dans l'intérêt de se maintenir au pouvoir ou de préserver certains intérêts de classe. Très clairement, Marx n'a jamais dit ça. Okay. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que c'est juste des erreurs d'application du marxisme, des applications dégénératives, comme vous venez bien de dire, ou est-ce qu'il y a quand même une source de ces problèmes dans le marxisme? Parce que ce qui frappe dans la répétition historique, c'est une forme de régularité. La régularité des famines, la régularité des régimes autoritaires, pour le dire rapidement. D'accord ? Ça se reproduit à chaque fois. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant en passant aux objections théoriques. Donc ça, c'est une des réponses courantes, un peu moins bien formulée que ce que vous venez de dire. C'est pas vraiment le marxisme qui est coupable, parce que c'est pas vraiment le marxisme qui a été mis en œuvre. On a prétendu faire du marxisme, mais c'est pas vraiment du marxisme qu'on a fait. Un problème avec cette réponse, c'est que les dérives du marxisme, à la fois autoritaire et économique, elles ont non seulement été prédites par un certain nombre de lecteurs de Marx à l'époque, donc ils avaient déjà vu que si on allait dans ce sens-là, il y allait avoir des problèmes, et qui se sont révélés être souvent les problèmes précisément qui ont été rencontrés lorsqu'on a mis en œuvre le marxisme. Et puis on a ensuite développé un certain nombre de critiques théoriques qui confirment que c'est ce qui va se passer selon toute probabilité si on va vers une économie collectiviste. Donc il y a deux types de critiques qui vont dans ce sens que je vais vous mentionner maintenant. Il y a une critique politique qui souligne la tendance inhérente du communisme à la dictature. Vous voyez que la critique, elle ne dit pas le communisme, c'est une défense de la dictature. Mais elle dit juste, si vous mettez en place un régime communiste, naturellement, ça va glisser vers la dictature. Okay ? Je vais juste vous donner un exemple célèbre dans un instant.
Mais il y a des études évidemment plus fouillées que ce que je peux vous présenter maintenant. Et puis il y a des critiques économiques qui disent, étant donné la manière dont fonctionne le communisme, c'est pas du tout surprenant que ça fonctionne pas économiquement. Et là encore, évidemment, Marx n'a jamais dit je vais vous mettre une économie en place qui fonctionne pas du tout. C'était pas le but, on est tous d'accord. Mais apparemment, sur la base de ce que dit Marx, il y a un certain nombre d'économistes qui ont prédit de manière assez juste ce qui allait se passer. Donc pour voir ça, il faut passer aux objections théoriques. Alors il y a deux grandes figures, une plus connue que l'autre, étonnante dans l'anticipation des dérives autoritaires du marxisme. Est-ce que vous savez qui sont les personnes que vous voyez là sur la diapo? Cyril? À gauche, tout à l'heure, c'est Bakounine. Ouais, à gauche, c'est Bakounine. Puis à droite, quelqu'un sait, non? À droite, c'est moins connu, c'est moins étonnant. C'est Eugène Richter. Alors, qui était Bakounine? Bakounine, c'était un anarchiste qui écrit en 1873, donc très peu encore après le premier tome du Cardinal. Il écrit un grand ouvrage qui s'appelle Étatisme et anarchie. Alors vous savez qu'il y a plusieurs types d'anarchie, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est bizarre parce qu'on se dit au départ qu'une fois que vous vous débarrassez de l'État, c'est pareil pour tout le monde. Non, parce que vous avez des anarcho-capitalistes qui pensent qu'une fois que vous vous débarrassez de l'État, vous avez toujours de la propriété privée qui reste. C'est notamment ce que pensent Murray Rothbard et d'autres. Et puis vous avez, Murray Rothbard, je l'ai mentionné tout à l'heure, dans la lignée des penseurs autrichiens. D'accord ? C'est un peu le dernier des grands penseurs autrichiens. Enfin, pas le dernier en réalité, mais le dernier penseur saillant. Et puis vous avez des anarchistes d'obédience socialiste ou libertaire qui pensent que eux, il faut avoir une anarchie, mais dans laquelle il n'y aura pas de propriété privée. Bakounine, c'était un fervent critique de Marx, d'accord ? Justement parce qu'il pressent que si on met en place la théorie de Marx, il va y avoir des atteintes à la liberté qui sont terribles. Je vous donne une petite citation de Bakounine ici. « Je veux l'organisation de la société et de la propriété collective ou sociale de bas en haut, par la voie de la libre association, et non de haut en bas par le moyen de quelque autorité que ce soit. Voilà dans quel sens je suis collectiviste et pas du tout communiste. » Donc on ne veut pas de propriété privée, mais on ne veut pas que ce soit quelques-uns qui prennent le pouvoir par la force, la dictature du prolétariat dont parlait Marx, et qui impose l'abolition de la propriété privée. On veut que ça vienne d'en bas par la libre association. Donc il y a un côté qui est extrêmement libertaire, on dit, ou libéral chez Bakounine, et qu'on a beaucoup moins, en tout cas chez Marx. Alors pour autant, Bakounine, juste pour vous, comme j'ai dit libéral maintenant, on va parler du libéralisme, mais il y a au moins 2 points sur lesquels Bakounine n'est pas un libéral. Il n'est pas libéral parce qu'il est contre la propriété privée en matière d'anarchie. Il pense qu'une bonne anarchie fonctionnera s'il n'y a plus de propriété privée, mais juste une propriété collective qui vient d'en bas. Et il n'est pas libéral pour une seconde raison intéressante, qui est que le libéral pense fondamentalement que le problème de la liberté, c'est d'éviter que la liberté des uns empiète sur la liberté des autres. Okay ? Donc il voit la liberté de chacun comme étant potentiellement menacée par la liberté des autres, et il dessine des principes et des institutions pour éviter que si j'ai envie de passer par là et qu'il y a gens sur mon chemin, je le cogne pour passer parce que j'ai bien le droit de passer. D'accord ? Puis là, le libéral dit non, là il y a un principe de non-intervention, non-agression, on verra ces choses-là. Bakounine a une conception beaucoup plus positive de la liberté. Bakounine dit la liberté c'est fondamentalement quelque chose de social, et plus Jean est libre, plus moi je serai libre. Et puis plus Nathalie est libre, plus moi je serai libre. Et puis plus on est libre ensemble, plus on sera tous libres. D'accord ? Donc on ne voit pas la liberté des autres comme des obstacles potentiels à nos propres libertés, ce qui donne un côté un peu plus utopiste à son anarchie. Bien, ça c'était juste une petite parenthèse sur la distinction entre l'anarchie socialiste de Bakounine et les intuitions libérales, ou l'idéologie libérale qui par certains points rejoint Bakounine. Alors que dit Bakounine à Marx, qu'il déteste souverainement, en tout cas le marxisme? Marx lâche cette idée d'une dictature du prolétariat. Bakounine anticipe directement, il dit ça va directement conduire à une dictature pas simplement du prolétariat, mais à une dictature d'une petite caste. Le contrôle despotique, citation encore, de la population par une nouvelle aristocratie très peu nombreuse, c'est à ça qu'on va arriver. Et puis il souligne, il dit c'est pas parce que vous prenez dans cette dictature un certain nombre de personnes qui viennent du prolétariat que ces personnes-là vont forcément agir dans l'intérêt des masses. Vous êtes bien naïf, en fait ces personnes-là elles vont défendre leurs intérêts après coup. Donc
finalement, les prolétaires que vous mettez au pouvoir, ils vont finir par mépriser les prolétaires, les masses prolétaires dont ils sont issus pour défendre leurs propres intérêts. Et c'est difficile, quand vous lisez ça chez Bakounine, de ne pas faire des parallèles avec l'Union soviétique ou la Chine. Et puis on a une autre personne qui anticipe les dérives autoritaires et économiques du communisme, au moins une autre. Je suis certain qu'il y en a d'autres, je n'ai pas fait une recherche exhaustive sur ce sujet. Je vous le mentionne parce que c'est moins connu et c'est aussi un petit bijou, enfin ce qu'il a écrit, pas lui, qui s'appelle Pictures of the Socialist Future. Donc Eugène Richter, c'était un politicien allemand, libéral, radical, qui était opposé à Bismarck et à notamment aux mesures sociales d'État-providence de Bismarck. Il est très inquiet de la montée du communisme et de la montée de l'antisémitisme par ailleurs, ce qui n'était pas le cas de Bakounine, qui a souvent été accusé d'antisémitisme. Et Richter écrit un petit livre que je vous conseille, je crois que je vous l'ai mis, ou il faut que je vous le mette, il y a au moins la version anglaise est en libre accès, où il décrit, du point de vue d'un jeune père de famille communiste convaincu, le développement du communisme dans son pays. Puis c'est écrit un peu comme Candide de Voltaire, où le jeune père de famille est absolument ravi, il dit mais la révolution, tout va aller mieux, alors c'est vrai que dorénavant je vais devoir aller vivre loin de vous pour aller travailler dans un camp en Sibérie, mais tout va aller mieux pour le meilleur du monde. Donc il part vivre à 2000 km de sa famille, il ne voit plus ses enfants, sa famille est déménagée, puis à chaque fois il est positif, non mais ça c'est quand même bien parce qu'on va aller là. Et il décrit sous cet angle un peu, cet angle ironique, il décrit avec une justesse que beaucoup ont considérée comme vraiment, c'est presque de la clairvoyance, un grand nombre des dysfonctionnements des systèmes communistes après, que ce soit tant sur le plan politique, social qu'économique. Donc c'est encore une lecture assez que je vous conseille vivement. C'est pas une lecture philosophique, c'est une lecture, enfin ça a un enjeu philosophique, mais c'est une lecture intelligente et plaisante. Alors tout ça, c'est juste des personnes qui ont lu Marx et qui se sont dit aïe aïe aïe, si on va dans ce sens-là, ça va aller vers des problèmes politiques. Mais il y a eu deux autres types de critiques de la part de lecteurs de Marx qui sont arrivés assez tôt, qui sont des personnes, cette fois-ci d'inclination économique, qui ont lu Marx sur le communisme et qui ont dit si on met en place ce système, ça va être des catastrophes économiques terribles. Et les famines leur ont donné largement raison, entre autres choses, parce que les famines ne sont pas les seules aberrations économiques auxquelles on conduit le communisme en termes de surproduction ou de pénurie. Il y a deux arguments principaux qui sont avancés pour l'inefficacité économique du communisme. Le premier, c'est le problème du calcul économique, et le second, c'est le problème qu'on appelle des incitations. Quel est le problème du calcul économique? C'est un problème qui est formulé par un économiste autrichien, que je vous mentionnais précédemment, donc à la suite de Menger, qui est von Mises, dans un article célèbre que beaucoup considèrent comme, en tout cas ceux qui aiment les économistes autrichiens considèrent comme un des grands articles, des trois grands articles économiques du XXe siècle. Je vous l'ai mis, je pense, Economic Calculation in the Socialist Commonwealth. Et puis Hayek, plus tard, va étendre ses intuitions dans un autre très bel article, à mon avis encore plus intéressant, qui s'appelle The Use of Knowledge in Society. Et quelle est l'idée de Mises, pour commencer? L'idée de Mises, c'est la suivante. Dans une économie capitaliste, dans une économie socialiste, ou communiste, on ne fait pas la distinction ici, il y a de la propriété privée. D'accord ? On est propriétaire. La seule chose qui n'est pas de la propriété privée, c'est les moyens de production. Mais votre yaourt, il est à vous, votre vélo, il est à vous. Okay ? Puis vous pouvez l'échanger, vous pouvez le vendre, ça, c'est pas un problème. Par contre, les machines, la terre, etc., tout ça, c'est pas privé. C'est public. Okay ? Donc les moyens de production sont des choses qui sont res extra commercium, dit Mises, c'est des choses qui sont en dehors du commerce. Ils ne sont pas échangés, ils sont possédés par tous. Et ça pose un problème, dit Mises, c'est qu'à partir du moment où les choses ne sont pas échangées, vous ne pouvez pas connaître leur prix, vous ne pouvez pas connaître leur valeur monétaire. D'accord ? Il y a une machine qui est là. Quel est le prix de cette machine ? Imaginez-vous, vous voulez produire quelque chose, vous voulez produire du pain, puis vous avez le choix entre deux méthodes. D'un coup, vous avez un pétrin automatique, un coup, vous avez une machine où c'est vous qui pétrissez, mais directement, elle chauffe le pain après, j'imagine complètement. Okay. Comment vous choisissez entre ces deux machines ? Si vous voulez faire du bénéfice, vous vous dites, je vais comparer le prix des machines, leur efficacité, et puis pour voir ce que je veux produire après. Comment vous comparez le prix des machines ?
s'il n'y a pas de marché des machines? Comment vous savez laquelle est la plus chère? Vous ne pouvez pas. Ça, en essence, c'est le problème du calcul économique de Mises. Pour bien produire, il faut pouvoir employer les meilleurs moyens de production. Comment on emploie les meilleurs moyens de production? Une partie clé de ce calcul, c'est de pouvoir comparer les prix des moyens de production. Or, dans un système communiste, il n'y a pas de prix des moyens de production, parce qu'ils ne sont pas échangés, ils sont possédés par tout le monde. Okay? Donc vous avez la machine qui est là. Est-ce qu'elle est mieux que l'autre? Est-ce qu'elle est moins chère que l'autre? Pas juste mieux, est-ce qu'elle est moins chère? Ça, vous ne pouvez pas le déterminer. Donc toute la partie du raisonnement économique où vous choisissez un moyen de production plutôt qu'un autre en fonction du coût du moyen de production est devenue complètement impossible. Et les économistes qui soulignent cette objection au communisme rapportent souvent une anecdote, et je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est au moins parlante, qui disent quand les économistes communistes allaient dans des colloques aux États-Unis, ils disaient mais nous on veut surtout pas que vous supprimiez la propriété privée des moyens de production chez vous, parce que ça nous permet de voir quel est leur prix. Nous, on ne sait pas quel est leur prix chez nous, on ne sait pas quel est le prix de telle ou telle machine par rapport à tel ou tel moyen de production. Mais on va quand même regarder chez vous, parce que chez vous, comme ces machines peuvent s'échanger, on peut regarder ce qu'elles valent. Et puis grâce à ça, on peut faire nos calculs économiques chez nous. Donc une forme de presque d'ironie communiste, où vous dites finalement, on a besoin que quelque part les machines soient échangées pour déterminer lesquelles sont les plus ou les moins chères. Pour Mises, ce problème-là, c'est le problème fondamental du communisme. Je vous donne un certain nombre de citations, c'est laquelle? Je vous donne cette longue citation-là parce que je ne vous ai pas forcément expliqué bien à l'instant, et je pense que dans l'idée de Mises, dans la citation de Mises, ce sera plus clair. Imaginez la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer. Faut-il la construire? Et dans l'affirmative, laquelle parmi toutes les routes possibles doit être construite? Dans une économie concurrentielle et monétaire, la réponse à cette question serait un calcul monétaire. La nouvelle route rendra moins coûteux le transport de certaines marchandises et il peut être possible de calculer si cette réduction des dépenses dépasse le coût de la construction et de l'entretien de la nouvelle ligne. Cela ne peut se calculer qu'en argent. Il n'est pas possible d'atteindre le but recherché simplement en compensant les différentes dépenses physiques et les économies physiques. Écoutez donc le brave Mrs. Thomas. Si l'on ne peut pas exprimer en une unité commune les heures de travail, si l'on ne peut pas exprimer en une unité commune les heures de travail, le fer, le charbon, toutes sortes de matériaux et de construction, les machines et autres choses nécessaires à la construction et à l'entretien du chemin de fer, il n'est pas possible de faire le moindre calcul. L'établissement de factures sur une base économique n'est possible que lorsque tous les biens concernés peuvent être amenés à l'argent. Certes, le calcul monétaire a ses inconvénients et ses graves défauts, mais si nous n'avons certainement rien de mieux à lui substituer, et pour les besoins pratiques de la vie, le calcul monétaire tel qu'il existe dans un système monétaire sain suffit toujours. Si nous devions nous en passer, tout système de calcul économique deviendrait absolument impossible. Okay. Donc vous avez cette idée très claire, très forte, que sans prix pour les machines, vous ne pouvez pas choisir les meilleures machines. J'arrive tout de suite. Cette idée-là, elle est étendue par Hayek dans l'autre article que je vous ai mis en ligne sur la connaissance dans la société, qui généralise cette intuition en disant dans une économie communiste, il y a une impossibilité fondamentale qui est que pour planifier une économie, il faut que l'information soit centralisée. Il faut qu'il y ait quelqu'un au centre qui sache quoi produire, dans quelle quantité et où, et quelle qualité. Et le grand argument de Hayek, qui a suscité d'énormes discussions, c'est de dire cette vision d'une économie, elle oublie complètement que la connaissance dans une économie, elle est distribuée dans toute l'économie. C'est-à-dire, les agents économiques, chaque agent à sa place, sait exactement d'une part, et lui seul, sait quelles sont ses préférences, ce dont il a besoin, ce qu'il est prêt à céder par rapport à ce qu'il a, et il n'y a pas une compétence centrale qui est capable de mesurer tout ça, un Dieu qui pourrait voir les préférences de chacun et dire « Ah, étant donné ce que préfère Charlotte, étant donné ce que préfère Maureen, étant donné ce que préfère Arnaud, étant donné ce que préfère Lucie, voilà ce qu'on va produire. Okay, Charlotte, elle préfère un peu plus les pommes que les tomates, alors on va faire un peu des pommes pour Charlotte. » Vous imaginez si vous deviez planifier l'économie comme ce serait absolument infernal. Qui dispose de cette information-là? Okay. Et l'argument de Mises et de son élève Hayek, ensuite, c'est de dire cette connaissance-là, elle est disponible à personne. Et c'est le problème fondamental de toute économie planifiée, c'est de faire l'hypothèse qu'il y a quelqu'un qui peut rassembler ces connaissances-là, alors que c'est une connaissance qui est distribuée
et Hayek dirait inéluctablement distribué. Okay, personne ne peut connaître ça. La seule chose qu'on a, c'est le marché qui permet d'échanger et d'ajuster les choses et les prix qui véhiculent cette information sur ce qui est préféré par les individus. Pardonnez-moi. Dans l'article que vous venez de nous lire, ça fonctionne seulement si ceux qui financent les biens communs, les routes, etc., sont les mêmes que ceux qui commercent les marchandises. Parce que si les routes elles sont financées et bâties par l'État, et le commerce des marchandises et des biens est profitable à une certaine tranche de population, le bilan il est faussé. Oui, alors c'est exactement ce que dirait von Mises. Il dirait à partir du moment où vous avez des domaines de l'économie que vous soustrayez au marché, vous perdez l'information dans ces domaines de l'économie. Et ça fait que le calcul économique devient impossible. D'accord ? Alors, il y a lui, von Mises et les économistes autrichiens, en général, pas totalement tous, mais en général, sont très libéraux parce qu'ils pensent avoir découvert les raisons pour lesquelles une économie planifiée ne fonctionne pas. Pas parce qu'elle est autoritaire, pas parce qu'elle est inefficace, pour les raisons que von Mises essaye d'exprimer ici et Hayek par la suite. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez avoir des économies mixtes, comme vous dites, et puis des solutions mixtes. Vous avez des choses où l'État demande au marché de fournir certains biens. Dans ces cas-là, l'État, en général, c'est ce qui se passe pour les routes. Ce n'est pas une entreprise publique qui construit les routes, c'est l'État qui prend une commande, qui demande « construisez-moi une route », et puis les entrepreneurs disent « je vous la fais pour tel prix », et là, on a quand même l'indication des prix. Donc, on peut garder les conclusions de von Mises dans une économie qui n'est pas complètement étatisée, mais qui est un peu plus étatisée, en disant il ne faut pas perdre les indications que donne le marché. Et puis juste pour terminer là-dessus, sur un petit exemple qui permet de voir le rôle, c'est encore plus clair chez Hayek, le rôle d'information que donnent les prix. Donc ça c'est une grande thèse de Hayek, c'est de dire le prix d'un bien, le prix, autrement dit, la valeur d'un bien tel qu'il est librement échangé, ça porte une information, ça porte une connaissance. Et si jamais vous soustrayez ce bien au marché, vous tuez de la connaissance. Ça, c'est le problème de Mises ici. Vous ne pouvez plus savoir quelle est la vraie valeur du bien. Et un exemple que prend, je crois qu'il est pris par Hayek, mais il prend un des cas les plus choquants, je ne sais plus si c'est Hayek, mais en tout cas c'est dans l'esprit de Hayek, un des cas les plus choquants de fonctionnement du marché, où finalement on se dit le prix est quand même utile. C'est des cas où vous avez une catastrophe naturelle, ça s'était produit récemment aux États-Unis quand il y a eu les inondations à la Nouvelle-Orléans. Vous avez un certain nombre d'entrepreneurs, de gens qui veulent faire du profit, qui tout de suite viennent sur le lieu de la catastrophe naturelle avec leur bouteille d'eau, ils amènent des camions d'eau et ils disent « Ah, là, il y a de l'argent à faire, je vais aller vendre de l'eau en bouteille, et l'eau en bouteille, si vous êtes en Californie, vous la payez 0,5 $, mais là, si vous êtes maintenant à la Nouvelle-Orléans, vous allez payer 3 $ la bouteille d'eau, et vous vous dites, qui sont ces affreux capitalistes qui viennent faire du bénéfice sur la misère des gens. Et la réponse hayekienne à ça, c'est de dire, nous, en économie, on n'est pas là pour évaluer les intentions des gens, on n'est pas là pour faire des jugements moraux, on est là pour faire en sorte que trouver un système qui résolve au mieux et au plus vite les problèmes. Si vous interdisez à ces gens-là d'intervenir, à ceux qui arrivent avec des bouteilles d'eau, vous tuez une information. Qu'est-ce que c'est l'information ? L'information, c'est qu'il y a besoin d'eau ici. 3 $ la bouteille d'eau, ça veut dire que ça signale à plein d'autres gens. Donc je sais que Giacomo, il va vendre ses bouteilles d'eau 3 $. Je me dis, oh là là, bien vu Giacomo, je fais comme lui. Je suis pas beaucoup, moralement, je suis pas meilleur que lui, ok, je vais aller faire du bénéfice. Je pars à la Nouvelle-Orléans vendre des bouteilles d'eau. On est 2 maintenant à vendre des bouteilles d'eau. Le prix commence à diminuer légèrement, mais 2,90, on est encore content. Et puis il y a Gabriele qui vient avec nous. Ah oui, 2,90, ça vaut toujours le coup. Et le prix lui-même porte une information. L'information, c'est quoi ? C'est qu'il y a un grand besoin d'eau actuellement à la suite de la catastrophe naturelle. Ça incite les gens à aller apporter de l'eau là-bas ou produire de l'eau sur place, peu importe. Et finalement, ça fait baisser les prix. Donc vous voyez,
l'inversion totale d'intuition de Mises et Hayek ici. C'est de dire, même s'il y a des comportements qui sont strictement orientés vers le profit, qu'on peut moralement vouloir qualifier d'égoïstes, profiteurs, salopards, ce qu'on veut, ce qui compte pour nous, c'est d'avoir un système où les incitations à agir vont finalement réduire les problèmes. Et ça, c'est une vieille tradition libérale. Pardon, j'anticipe un peu sur le libéralisme ici, mais c'est très clairement lié à cette critique de Marx. Vieille tradition libérale qui consiste à dire vice privé, profit public. Donc si vous arrivez à faire en sorte que des hommes individuellement qui sont totalement vicieux, qui se comportent juste à la poursuite de leur intérêt, dans la poursuite de leur intérêt, produisent des actions qui sont dans l'intérêt de tous, c'est exactement ce que dit Adam Smith, et bien vous avez un bon système politique, d'accord ? Plutôt que de supposer qu'il faut partir de la vertu pour arriver à faire agir les gens de manière profitable à la société. Alors tout ceci vous semble extrêmement libéral, peut-être, mais vous avez un autre camarade dans l'histoire qu'il faut quand même mentionner ici. Les défauts et les difficultés insurmontables de l'économie planifiée ont été vues dans l'histoire du communisme par un certain nombre de communistes eux-mêmes. Vous avez dans la Chine de Mao un certain nombre d'adversaires de Mao qui souvent n'ont pas survécu, qui ont vu pendant la Grande Famine, qui ont dit il faut reprivatiser l'agriculture, c'est la catastrophe, tout le monde est en train de mourir de faim, on n'a pas d'autre solution, il faut reprivatiser. Trotsky dit significativement la même chose dans la citation que je vous ai mise ici en disant on a besoin du marché, d'accord ? On a besoin du marché parce qu'il y a une information ici, on ne peut pas savoir quoi produire en quelle quantité si on n'a pas une libre concurrence et une propriété privée des moyens de production dans le marché. Blablabla. Donc la planification, on n'arrive pas à planifier, ça c'est ce que dit Trotsky qui ne sera pas écouté. Donc ça, c'est le premier grand problème. Il me reste 3 minutes pour vous mentionner le deuxième grand problème, ce sera plus rapide, donc il est peut-être plus naturel. Donc on est encore une fois dans les problèmes, les objections théoriques au marxisme, les objections théoriques aux applications du marxisme. Ça n'a pas marché. Est-ce que ça n'a pas marché par hasard parce que c'était mauvaise application, ou est-ce que c'était prévisible que ça ne marche pas ? Et là, on a un certain nombre, on a 2 objections théoriques qui nous disent oui, mais en fait, c'était pas étonnant que ça ne marche pas. La première chose, première objection qu'on vient de voir, si vous collectivisez les moyens de production, le calcul économique est rendu impossible. Vous tuez l'information qui est portée par les prix. La deuxième chose, deuxième objection, que vous avez déjà rencontrée aussi, c'est que si vous privatisez les moyens de production, vous détruisez un certain nombre d'incitations, d'incentives, comme on dit en anglais. Vous entendez souvent ce slogan « Incentive matters » quand on parle d'économie. Le problème des incentives, il est assez simple. Si vous êtes dans une colocation, on en reparlera un petit peu plus tard dans le cours, la question est de savoir qui c'est qui fait la vaisselle. Okay, vous êtes 4 dans l'appartement, il y a la vaisselle qui s'empile, il y a la tasse de café de Julie, il y a l'assiette de soupe de Jean-Claude, tout ça se met là, et puis pourquoi est-ce que moi je la ferais ? Enfin, je ne vais pas faire la vaisselle de Julie alors que moi j'ai mis que mon assiette, donc tout ça s'empile et personne n'a intérêt à laver ça. Tout le monde peste contre les autres parce que la vaisselle s'empile, que c'est dégueulasse, mais individuellement, on n'a pas intérêt à aller faire ça. D'accord ? C'est un problème parce qu'il y a une tâche collective qui n'a pas été partagée. Comment on résout ces problèmes-là ? Il y a une grande solution à ça, c'est précisément, et vous verrez qu'en philosophie de l'environnement, en théorie économique de l'environnement, c'est aussi utilisé, c'est la propriété privée. D'accord ? Ce qui est gratuit, ce qui appartient à tout le monde, c'est gaspillé. Okay ? Si ce n'est pas à vous, ce qui est là, vous n'allez pas faire très attention. Okay ? Jeter un papier dehors, là, ok, on ne le fait pas, mais bon, c'est pas chez moi. Jeter un papier dans votre jardin, on le fait encore moins. D'accord ? Parce que c'est chez moi. Hein ? Donc on fait attention à ce qui est à nous. C'est pas glorieux, mais l'optique réaliste de ces critiques au marxisme, c'est de dire il faut pas angéliser les êtres humains. On a besoin d'incitation. S'il n'y a pas de contrôle dans le train, les gens ont tendance à moins prendre leurs billets. S'ils ne sont pas propriétaires des choses, ils ont tendance à les gaspiller. Si les ouvriers ne sont pas propriétaires, s'il n'y a pas de propriété des moyens de production, ce qui est le cas dans le cas d'une économie collective, en fait, il n'y a pas de propriété dans ces cas-là, il n'y a pas d'incitation à prendre soin des outils de production, il n'y a pas d'incitation qui sont dues à la concurrence. Si vous n'avez qu'un seul produit, si vous n'avez qu'une seule marque de yaourt, vous ne pouvez pas choisir tel yaourt plutôt que tel autre, et donc vous n'envoyez pas le signal que c'est mieux de produire tel yaourt que tel autre yaourt. Vous ne pouvez pas non plus comparer les prix des différents yaourts.
Et pareil, la compétition sur le travail, si vous voyez que sur votre lieu de travail, le fait de travailler plus ou mieux conduit à des progressions salariales, et ben c'est une désincitation à vous investir dans votre travail. Donc, ce type d'argument-là, qui a été anticipé par John Stuart Mill, avant Marx, c'est une vieille critique des utopies socialistes, de dire, vous pensez que si on arrive dans un mode de production communiste, le vice va disparaître, tout le monde va être vertueux, tout le monde va s'investir dans l'effort collectif, et ça devrait marcher. Et le doute des gens qui, comme Stuart Mill, pourtant Mill finit, là il n'est pas socialiste, mais il finira par être socialiste, le doute des gens comme Mill, c'est de dire, non en fait, on a beau se penser comme des êtres vertueux, investis dans notre travail, dans la collectivité, etc., on a besoin d'incitations économiques claires. Je termine juste par cette citation de Mill. C'est une erreur commune aux socialistes de méconnaître l'indolence naturelle de l'homme, sa tendance à être passif, à être l'esclave de l'habitude, à persister indéfiniment dans la voie qu'il s'est tracée. Qu'ils atteignent une fois un état d'existence qu'ils jugent tolérable, et le danger à craindre est qu'ils stagnent désormais, qu'ils ne fassent pas d'efforts pour s'améliorer, et qu'en laissant leurs facultés se rouiller, ils perdent même l'énergie nécessaire pour les préserver de la détérioration. La concurrence n'est peut-être pas le meilleur stimulant que l'on puisse concevoir, mais elle est aujourd'hui nécessaire et nul ne peut prévoir le moment où elle ne sera plus indispensable au progrès. Donc, deux grandes objections à l'efficacité économique du marxisme, de la propriété commune des moyens de production. Premièrement, ça rend le calcul économique impossible pour les moyens de production. Et deuxièmement, ça détruit un certain nombre d'incitations qui conduisent à une sous-efficacité économique, pénurie, surproduction, famine, etc. Ça, c'est les objections. Et on passera la prochaine fois à je ne sais plus quoi. Une des autres idéologies, parce qu'il faut qu'on tourne la page du marxisme maintenant, j'avais quelques autres. Je vous finis là-dessus. Je vous laisse lire. Merci pour votre attention et très bonne semaine à vous.